OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce monde de l'insolite. Jean-François ne sera pas avec nous en studio aujourd'hui puisque nous l'avons envoyé en mission, comme certaines personnes ont pu voir la vidéo de Jean-François sur la page de Zone Parallèle. Il nous concocte un petit reportage en ce moment et il est en tournage avec le groupe de l'AQI qui font un souper ufologique, le repas ufologique comme on appelle en Europe. L'Association québécoise de l'ufologie font ça régulièrement et là, Jean-François avait la chance de pouvoir y participer. Alors, il va faire aussi un petit reportage au niveau de ODH TV parce qu'il est aussi reporter pour ODH TV. On va parler aujourd'hui avec des enquêteurs et ufologues du côté européen dans les secteurs du Grand Ponceau dans Lyon. Nous parlons présentement avec Rémi Fauchereau. Bonjour Rémi. Bonjour Carole. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Il est rare, je suppose, que vous communiquez avec par téléphone à des Québécois. Oui, on communique par téléphone avec le fixe, oui, de France, depuis la France. Oui, mais ce que je veux dire, ça doit être rare que vous pouvez communiquer avec les gens du Québec comme ça, au lieu de le faire par Internet. Mais on trouve ça très agréable de parler avec vous autres, justement, parce que vous avez de très bons cas d'observation des fois, puis on peut comparer ou demander de l'aide, en fait, avec vous. Je trouve ça bien, bien cool comme travail d'équipe. Moi, j'appelle ça un très beau travail d'équipe. On est aussi dans le sud de la France, plus précisément à Perpignan. Nous avons en ligne aussi Gilles Thomas d'ODH TV. Bonjour Gilles. Bonjour Carole. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, vous avez bien pas trop nerveux, personne, ni l'un ni l'autre? Ah non, du tout. T'es habitué avec les médias, toi? C'est pas ça qui va t'empêcher de dormir? Non, mais parce qu'il y a Rémi qui rigole depuis tout à l'heure. Rémi rigolait, Adam, je suis non surprise. On a aussi Manon en studio ici. Bonjour Manon. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Bonjour Manon. Manon est la co-animatrice et elle fait partie aussi de Zone Parallèle lorsqu'on fait des veillées d'observation dans le niveau ufologie. J'ai inclus, tu sais, Manon, je dis crème, ça serait le fun que Manon puisse participer à l'émission de radio parce que elle a le même intérêt que moi dans ça, puis je trouve ça bien le fun. Fait que Manon va probablement intervenir à quelques moments de l'émission. J'ai aussi notre pilote de drone en ligne avec nous, Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Parle un petit peu plus proche de ton micro. OK. Bonjour Alain. Ah, salut Gilles. Ça va? Rémi. Rémi. J'ai Rémi et Gilles, les deux en ligne. Regarde, on va commencer par Rémi. Oui. Tu es l'auteur de 4 livres, Rémi, et tu es sur le point de terminer un 5e qui va sortir en décembre prochain. Je te demanderai pas le titre parce que je sais que tu n'as pas encore choisi le titre. Mais qu'est-ce qui t'a emmené, premièrement, dans le domaine de l'ufologie? As-tu reçu des témoignages d'enlèvement, des trucs comme ça, ou c'est seulement que des rapports d'observation que tu reçois? Non, ça remonte à l'âge de mes 16 ans, parce que j'en ai 65 maintenant. OK. Et donc, à 16 ans, j'étais au lycée et il y a un copain qui m'a mis 2 livres dans les mains de Frank Edwards. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose. Qui s'appelait en français Le Livre Noir des soucoupes volantes et soucoupes volantes affaires sérieuses. Et donc, j'ai dévoré ces 2 livres à l'école. Plutôt que de faire un peu mes devoirs, si on peut dire. Okay. Et puis, ça m'a tellement passionné que j'ai continué à lire des livres sur le sujet. Et puis, donc, voilà comment j'ai commencé mes premières armes avec l'ufologie.
Après, j'ai cherché un peu dans les journaux, puisque ma mère me disait, qui lisait le journal local, elle me disait, tiens, il y a des articles dans les journaux sur les soucoupes volantes, parce qu'à l'époque, on parlait de soucoupes volantes et pas d'ovnis. Et donc, je l'ai découpé, tout simplement. Et puis, après, je suis passé à d'autres passions, si vous voulez, comme l'aéronautique, où je suis devenu un peu pilote. J'ai pas eu tous mes brevets, bien sûr. J'ai commencé à piloter, puis j'ai abandonné parce que ça me coûtait trop cher. Okay. Et puis après, j'ai été à l'université, où à l'université, justement, je suis tombé dans le milieu scientifique et il fallait être très rationnel et donc pas parler trop du phénomène ovni ou soucoupe volante parce que c'était c'était moins 2 points sur la copie, quoi. Il fallait être très rationaliste, très logique. Et ça, c'était un peu considéré comme des pseudosciences. Alors donc, j'ai laissé tomber un petit peu pendant ce moment-là où j'ai fait 5-6 ans d'université. Mais ton université, en fait, t'es allé en sciences, technologie, biologiste, si je me trompe pas? J'ai fait 2 ans en université de médecine et puis 2 ans en université de biologie. Okay. Et après, j'ai fait 3 ans en technicien biologiste. Ah, d'accord. Là, je suis donc sorti technicien biologiste, c'est-à-dire pour travailler dans un laboratoire d'analyse médicale ou agroalimentaire. OK. Faire des analyses et des trucs comme ça. Hein? Pour faire des analyses. Oui, pour faire des analyses médicales, oui, ou des analyses vétérinaires, des choses comme ça. D'accord. Et puis donc après, je suis rentré chez moi parce que j'ai voulu me rapprocher de ma famille, de mes parents. Donc je suis rentré dans Lyon pour essayer de trouver du travail dans un laboratoire dans Lyon, mais c'était complètement bouché à l'époque. Il n'y avait plus de place. Alors donc j'ai obtenu une équivalence au niveau du diplôme pour m'occuper des personnes en fin de vie. Oh. Et puis donc en même temps, j'ai repris l'ufologie parce que j'ai recontacté à cette époque-là le SO. Le SO, donc c'est un organisme qui s'occupe de conserver les archives ufologiques françaises et puis de tous les ufologues pour que ça parte pas à la poubelle ou que ça soit pas détruit à leur mort, quoi, par exemple. Okay. Et puis les classes au même titre que les documents historiques dans les archives départementales ou les bibliothèques municipales. Et donc là, ils m'ont dit, tiens, ce serait bien que dans le département de Lyon, vous puissiez faire quelque chose, parce qu'on n'a personne, on n'a pas de représentant dans le Lyon en ufologie. Et comme vous connaissez bien le département, parce que ça fait longtemps que vous faites de l'ufologie déjà depuis l'âge de 16 ans, il m'a dit, c'était Gilles Durand à l'époque. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Il était secrétaire général du SO. Il m'a dit, c'est bien que tu fasses quelque chose. Et donc j'ai commencé, je me dis comment je vais m'y prendre, je me posais bien des questions. Puis j'ai parlé un peu par le bouche à oreille d'OVNI, et j'en ai parlé sur l'aérodrome où j'étais photographe de l'aérodrome à l'époque. C'est pareil en tant que bénévole. Hein. Bah, oui. Et puis donc j'ai eu quelques cas de pilotes, de mécaniciens, de contrôleurs de la tour, de contrôle. Et puis après, Gilles Durand m'a dit, il y a un truc qui serait très bien à faire. Alors c'est lui qui m'a mis cette idée-là en tête. Il m'a dit, c'est de faire des affiches avec OVNI appel à témoins. Okay. Voilà. Donc des affiches d'appel à témoins sur des cas OVNI. Et puis ces affiches-là, tu les fais sur des feuilles des formes A4 et tu les colles sur les panneaux d'affichage. Justement, j'ai vu dans les petits villages, dans les villes, un peu partout dans ton département. Oui, occupe-toi pas d'une région, mais occupe-toi du département, c'est déjà pas mal. J'ai remarqué ça, justement, ta méthode de coller des affiches. Nous, on connaît pas cette méthode-là ici. Oui, alors, tiens, j'en ai une là sous les yeux. J'ai mis OVNI, objet volant non identifié, appel à témoins. Et en dessous, j'ai mis recherche témoins ayant observé des ovnis ou des phénomènes aériens non identifiés sur les territoires de Lyon. Voilà. OK. Alors, attends, j'ai fait tomber mon papier. Après, il y a marqué anonyme à respecter, frais postaux remboursés pour tout témoignage transmis par courrier. Puis après, j'ai mis contacter, mon nom, mon adresse, le téléphone. Arrête, dis. Gilles te fait rigoler. On peut pas savoir tous les deux. Oh oui, je peux savoir. De copains. Je peux savoir. Et puis en dessous, j'ai mis mon email, tu vois, toutes mes coordonnées, donc on peut mettre, on peut mettre sur un papier. Et puis donc, j'ai eu beaucoup de témoignages de cette manière-là. Okay. J'ai pris des petits journaux publicitaires.
petits journaux publicitaires qui étaient tirés à plusieurs milliers d'exemplaires dans le département, où j'ai mis des annonces, des appels à témoins, où j'ai reproduit mon affiche à OVNI appel à témoins. J'en ai mis dans les journaux locaux aussi. Des articles dans les journaux locaux sur mon travail. Après, j'ai fait mes livres. Est-ce que c'est efficace? Après, j'étais avec ODH TV, j'ai fait des vidéos, tout ça. Tu vois? Oui, donc... Mais est-ce que c'est efficace, tout ça, de faire ça sur des affiches comme ça? J'ai fait tout un travail de fond, qui m'a permis d'être connu, de faire connaître mon association et de me faire connaître en tant que enquêteur en ufologie, en train de rechercher des témoignages ou pour recueillir de l'information sur le phénomène OVNI. Alors bien sûr, il faut faire une sélection, faut faire un tri dans tout ce qu'on reçoit, parce qu'il y a beaucoup de méprise, il y a beaucoup de choses comme ça. Ben oui. Et puis donc à la fin du compte, j'ai quand même recueilli pas mal de témoignages, de quoi faire pas mal de petits livres. Oui, j'ai aussi des canulars, oui, c'est sûr que... Ben oui. Par exemple, je vais donner un exemple. Si je colle une affiche OVNI appel à témoins à côté d'une boîte de nuit ou d'une discothèque, à 2h du matin, je suis sûr d'être appelé avec des types qui veulent, qui sont un peu éméchés et qui t'appellent en disant tiens, il y a un petit martien qui est descendu dans la boîte de nuit. J'essaie de le cacher, mais il dit dans mon jardin, vers ma maison. Mais j'imagine, Rémi, que... Ou alors deux boules et un cigare qui se suivait, tu vois. J'imagine, Rémi, que tout... Alors, bien sûr, il faut éviter ce genre de choses. Attends 2 secondes, Rémi, maintenant, essaie de te parler. J'imagine, Rémi, que tous les appels à témoins que tu as fait avec tes feuillets, c'est à partir de là que tu as décidé d'écrire les livres, dont le 50 ans de manifestation OVNI dans l'Yvonne. Ça doit en faire partie de ces... Oui, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu écrire ces petits feuillets, ces petits fascicules, et puis ce livre plus général après le 4e, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que le premier 50 ans de manifestation OVNI, le petit feuillet que j'ai écrit, c'est exclusivement des témoignages qui étaient parus dans le journal Lyon Républicaine sur des cas du département de Lyon depuis les années 47. Ou depuis les années 50, tu vois. Et c'est moi qui suis allé à la bibliothèque municipale rechercher dans les archives de ce journal-là les témoignages. Tu vois. OK. Oh. Donc, là, c'est donc il y a une partie qui vient de mes affiches, si tu veux, de mes enquêtes personnelles, et puis d'autres parties qui viennent de journaux, ou de petits magazines comme Lumière dans la nuit, qui étaient des petits magazines d'ufologie en France, qui est un magazine très connu en ufologie en France, française. Okay. Et puis il y a tous les autres cas qui viennent ou alors par le bouche à oreille ou des choses comme ça qui sont des témoignages recueillis comme ça indépendamment. Donc, dans ce premier livre-là, les 50 ans de manifestation, il y a des manifestations qui ont été faites dans le passé, mais aussi ceux que toi, tu as pu relever, enquêter, etc. Non? Oui, il y en a un petit peu, mais il y a surtout, il y a pas trop de mes enquêtes personnelles. Mes enquêtes personnelles, il y en a pas trop dans ce petit fascicule-là. Okay. Il y a surtout des références de journaux, de cas OVNI que j'ai trouvés dans les journaux locaux. OK, que t'as retracé dans les journaux, comme quoi qu'il y a eu des articles qui ont été faits dans les médias et que t'as récupéré. OK. Par contre, les autres livres que j'ai faits par la suite, c'est beaucoup de mes enquêtes personnelles. Donne des exemples, Manon. Comme dans OVNI dans l'Yvonne 1951-2009? Oui, voilà, oui, c'est mes enquêtes personnelles. Là, tout est référencé, c'est-à-dire que on peut pas se tromper. Okay. Tout quand on achète maintenant ces livres-là sont épuisés. Ils sont épuisés, ils n'ont pas été republiés, ils n'ont pas été Non, ils les ont republiés. J'en ai vendu, je crois, plus de 1500 des petits fascicules. Wow! Les petits fascicules, j'en ai vendu plus de 1500. Wow! Et là, j'en ai retiré un à 300 exemplaires, il est épuisé aussi. Alors, c'est pour ça qu'on fait un nouveau livre. Mais donc, tout est référencé, c'est-à-dire que quand c'est un article qui vient d'un journal, les références du journal sont mises. Donc, on ne peut pas confondre avec une de mes enquêtes personnelles. Mais par contre, quand c'est une de mes enquêtes personnelles, c'est référencé RF, c'est-à-dire Rémi Fauchereau. OK. Voilà.
Et donc, on peut pas se tromper, ce qui fait qu'on peut toujours remonter à la source. OK. Ouais. Oui. Quand même, mon éditeur travaille dans de petits formats, et donc je ne peux pas toujours développer le cas comme je voudrais le développer. OK. Mais c'est très, c'est-à-dire de manière très importante. Et je suis obligé de résumer un peu le cas, ce qui est un peu difficile pour certains lecteurs ou chercheurs qui voudraient avoir beaucoup d'informations. Ben justement. Et comme tout est référencé, ils peuvent me contacter et retrouver toute l'information, parce que j'ai des cas qui font des porte-vues de 200 pages, par exemple. Oui, OK. De 200 pages. Et donc, c'est résumé en peut-être une demi-page. Alors tu vois, donc ils peuvent venir me voir et me dire, pour ce cas-là, je voudrais avoir plus d'explications. Mais c'est vrai que c'est pas très clair pour c'est vrai que c'est pas clair pour les autres ufologues qui lisent ou qui veulent avoir des références. À ce moment-là, ça les force à te contacter, mais est-ce que ça laisse quand même, j'imagine, une idée claire de ce qui a été vu ou de l'observation? Ah oui, je fais en sorte que les principales caractéristiques de l'observation soient présentes même dans le résumé qui est dans le livre. Hein. Ah oui, absolument. Hein. Okay. Ça donne quand même une idée claire de ce qui s'est passé. Hein. Okay. Oui. Il n'y avait pas un autre livre, Manon? Oui, il y avait OVNI dans l'Yvonne, la vague de novembre 1990. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, cette vague-là? Alors oui, donc cette vague-là, donc vous savez que l'histoire du 5 novembre 90 c'est encore on en parle encore en ce moment. La fameuse vague. Il y a eu deux phénomènes. Ouais, la vague belge. Il y a eu deux phénomènes. Il y aurait eu une rentrée atmosphérique d'un morceau de fusée russe, si je me souviens bien, de d'Horizon 21, me dit Gilles. Hein? Et donc, ça, une rentrée atmosphérique, il y en a beaucoup qui ont pris ça pour un ovni, pour un phénomène ovni. Okay. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui m'ont fait des descriptions, des témoignages que j'ai eus, que j'ai reçus chez moi, de phénomènes ovni, par exemple triangulaires, où ils ont vu 3 points comme le fameux triangle qu'on a observé en Belgique, là. Ils ont vu 3 points à 3 sommets, avec une masse entre les 3 points, et puis qui ont vu ça nettement au-dessus de leur voiture, ou qui ont vu par exemple des objets grands comme des terrains de football, tu vois, passer illuminés de 1001 lumières, passer au-dessus des églises comme à Neuville-Sautour, qui est dans l'est du département. D'autres qui ont vu du côté de l'aérodrome, pas très loin de l'aérodrome, un énorme croissant, comme un croissant de lune, mais posé à l'horizontale, illuminé de 1000 feux aussi, qui est passé en direction de l'aube, un peu. Donc il y a eu des phénomènes. Donc pour moi, il y a eu les deux phénomènes, hein, comme le dit Joël Ménard, qui était le patron de Lumière dans la nuit. Il y a eu les deux phénomènes. C'est sûr qu'il y a eu un phénomène de rentrée atmosphérique qui est purement, qui est tout à fait explicable. Mais il y a dû avoir aussi à la même heure et le même jour une vague de phénomènes ovni sur la France. C'est sûr. Ok, je sais qu'il y a eu des. J'ai mis un peu les deux exemples. Hein. J'ai même dessiné un exemple de rentrée atmosphérique vu par un témoin. Okay. Hein, que j'ai mis en couleur, et puis j'ai mis les fameux croquis qui m'ont été faits par les témoins de ces gigantesques ovnis qui ressemblaient à des terrains de football, quoi, tout à fait illuminés de 1001 couleurs. Oh! C'est énorme, là, parce que je sais qu'on a entendu parler aussi des phénomènes triangulaires qui est comme le TR3B, qui ça serait soit il y en a qui ont apporté l'idée que ça pouvait être un engin militaire, d'autres ont dit que c'était carrément un canular. Il y en a qui ont bien de la difficulté avec ça à concevoir que c'est possible. Oui, moi je sais pas ce qu'il faut en penser de ça. Je sais pas, j'ai pas plus d'informations que vous sur ce sujet-là. J'en ai entendu parler comme vous. Mais je ne sais pas non plus ce qu'il faut en penser.
Ouais, c'est ça. C'est assez délicat. Surtout toi, que tu as un esprit critique et t'es en fait, t'es un peu scientifique en quelque sorte. Fait que t'es plutôt terre à terre. Donc, c'est pour toi, il y a toujours apporte-moi la preuve. Je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, remarque, parce que on peut tu sais, les gens ont peu de connaissances côté atmosphère, les étoiles, les engins aéronautiques, c'est ça. Il y a aéronefs, tout ça, oui. C'est ça. Il y a tellement de trucs que les gens ne connaissent pas parce que c'est pas vraiment rendu public ou ils n'ont aucun intérêt à ça. Qu'est-ce que ça a l'air ci ou ça, ou on va parler d'un drone. Les gens connaissent pas la différence parce que ils n'ont pas d'intérêt en partant. Fait que c'est comme ça l'aide pas, là. Mais ma foi, Rémi, t'es vraiment quelqu'un qui est partout. Parce que. C'est-à-dire que quand j'ai eu donc ce métier en biologie où je m'occupais de gens en fin de vie, je travaillais, par exemple, j'avais des heures de travail qui me permettaient de faire les deux choses à la fois. C'est-à-dire d'investiguer dans mon département et de m'occuper de ces personnes-là parce que je travaillais à mi-temps. Tu vois? Je travaillais par exemple le matin et l'après-midi, j'avais l'après-midi libre pour aller faire mes enquêtes. Mais c'est très noble de ta part de t'en aller dans un domaine comme ça, parce que la mort, c'est pas évident pour les personnes en fin de vie. Justement, c'est pas évident. Je trouve ça très noble comme métier. Je te félicite d'ailleurs. Moi, c'est une passion chez moi. C'est une passion depuis l'âge de 16 ans. Bon, j'ai dû la mettre sous le boisseau un petit peu quand j'ai fait mes études universitaires parce que j'ai compris que j'aurais jamais mes diplômes si je commençais à d'aller voir les professeurs de physique et tout ça et puis de leur parler de ça. J'ai compris qu'ils étaient tellement hermétiques à tout ça que c'était pas la peine d'insister. Donc, j'ai décroché à ce moment-là. Mais après, je m'y suis remis. Tu as fondé en 98 l'AEPA, qui est l'Association d'études phénomènes aériens. Oui, c'est ça, oui. Tu es membre d'honneur de l'ancienne SOBEPS. Ça veut dire quoi, ça, le SOBEPS? La fameuse SOBEPS, c'est-à-dire la société belge d'ufologie qui a notamment étudié la fameuse vague de novembre 90. OK. Et 89 aussi, 89, oui. OK. Tu es aussi adhérent à la Fédération française d'ufologie. Aussi, oui, j'ai fait partie à peu près pas loin d'une dizaine d'associations ufologiques. Ben oui, je vois ça. Membre du SO. C'est membre du SO. C'est encore là. Tantôt, on a parlé de Gilles. Gilles, voyons, j'ai un petit blanc. Gilles Durand. Oui, c'est ça. Gilles Durand, que je salue en passant. C'est lui qui a parti ça, le SO, dans le fond. C'est parce que, en fait, le SO, c'est comme une association. Explique-moi donc, là, en gros, c'est quoi le SO? Alors, le SO, c'est une association qui recueille les archives, généralement, des ufologues. Hein? De tous les ufologues. Ils passent des contrats de cessation d'archives entre ufologues et SO. Le SO récupère les archives soit à leur mort, soit même de leur vivant, quand ils en ont trop ou qu'ils veulent se débarrasser un peu parce qu'ils veulent faire de la place, etc. Okay. Et surtout pour que ça soit pas perdu après leur mort, etc. Okay. Et puis, donc, ils donnent ça. Donc, le SO fait une sorte de pré-tri des archives. Il met les coupures de presse dans un certain dossier, les archives, les courriers dans d'autres dossiers, etc. Et puis, il classe tout ça dans des cartons d'archives. Et puis, il met tout ça aux archives départementales ou nationales. Hein. Okay. Départementales, c'est-à-dire la France est constituée de départements, donc c'est dans différents départements de France. Hein. Il y a ils passent des contrats avec les archives départementales ou nationales pour déposer ces archives. Okay. C'est gardé au même titre que les documents historiques, qu'un document historique, je sais pas moi, sur l'histoire de France ou des choses comme ça. OK. Tu es membre aussi du GEPA. C'est quoi le GEPA? Le GEPA, ça n'existe plus. C'était un organisme ufologique, un des premiers organismes ufologiques auxquels j'ai appartenu dans les années 70-72, de Francine Fouéré, qui est cette année. Oui, c'est vrai, qui était la doyenne de l'ufologie française. Ben oui. Les fameux époux Fouéré. Ça, c'est une grande perte.
Oui. Oui, c'est vraiment une grande perte. Alors j'ai laissé ça sur ma carte de visite pour une sorte de clin d'œil et d'hommage permanent aux époux Fouéré. T'es aussi astronome amateur, si je me trompe pas aussi. Oui, hein? je connais un peu l'astronomie, mais j'ai quand même autour de moi une équipe d'astronomes qui sont encore plus performants que moi, hein, comme mon cousin, comme d'autres copains comme Christian Borda qui a fait des veillées avec moi à l'aérodrome, etc. Mais ça aide. D'ailleurs. Ça aide quand on a quelqu'un qui a des connaissances là-dedans, parce que, justement, on peut pas confondre avec d'autres choses qui est juste normal, qui a rien de paranormal dans ce qu'on voit quand on voit Vénus, là, ou Altaïr, c'est ça. Je trouve ça intéressant. Tu es aussi correspondant avec le CNEGU. Qu'est-ce que c'est? C'était le CNEGU, mais j'ai abandonné mon adhésion parce que je le trouvais un peu trop sceptique. OK. Ultra sceptique. Donc j'ai préféré me désengager de cette association. OK. Et est-ce que, selon toi, tous les cas que tu as, est-ce que vous les envoyez ou les partagez avec le GEPAN? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, non. mes cas, je les garde dans les archives et donc je les déposerai au sceau. Hein, c'est prévu qu'elles soient déposées au sceau après ma mort ou peut-être avant si j'ai besoin de place ou si par exemple je me retrouve un jour à l'étroit dans un petit HLM ou après le décès de ma mère quand ma mère sera plus là, etc. Donc si un jour pour une raison ou pour une autre je dois céder une partie de mes archives, je le donnerai au sceau. Mais au GEPAN, ce qui va au GEPAN, je confonds toujours les deux. Au GEPAN, c'est les rapports de gendarmerie. Hein. C'est pas la même chose. Ben justement. C'est ça, je me demandais si c'est un rapport par la gendarmerie, mais eux prennent pas en considération les cas que vous envoyez? Ben, c'est-à-dire qu'il y a... des fois, moi, j'ai déjà envoyé des cas au GEPAN, hein, mais j'ai jamais eu de retour et j'ai jamais eu de réponse. OK. Les seules réponses ou les seuls cas qui sont traités, c'est ceux qui sont envoyés par la gendarmerie. OK. Donc, les gens peuvent... ceux qui communiquent avec le GEPAN, c'est pas nécessairement... Il faut qu'ils le fassent par l'intermédiaire de la gendarmerie. OK. Pour être pris en considération et au sérieux. D'accord. Donc, ce qui fait que si on regarde bien, tout le monde ne va pas à la gendarmerie. Tous ceux qui ont vu des ovnis ne vont pas forcément à la gendarmerie. OK, donc, oui. Le GEPAN ne récolte qu'une partie des témoignages. OK. Parce que moi, je peux te dire que j'ai beaucoup de témoins qui sont plutôt venus me voir parce que j'avais une association qui s'occupait d'ovnis, qui ne savaient pas que la gendarmerie recueillait les témoignages ovnis et qui se méfiaient beaucoup de la gendarmerie ou qui étaient rembarrés, excuse-moi du terme, par les gendarmes parce qu'ils avaient autre chose à faire. Ils s'occupaient des hold-up, des vols et tout ce qu'on veut plutôt que des ovnis et ils prenaient pas leurs témoignages. OK. Et puis il y avait aussi de la moquerie, oui. Alors, ça oui. C'est un peu spécial, hein. Ça oui, la moquerie. Le témoignage c'est un peu spécial. Il y a quand même un organisme officiel qui travaille avec une gendarmerie, mais tout le monde ne va pas à la gendarmerie. Il y en a beaucoup qui contactent des associations comme la mienne pour témoigner. Mais de toute façon, les gendarmes, même ici, c'est la police, la Sûreté du Québec ou peu importe, la plupart vont comme rigoler de ça. Bon, ben, un autre qui n'a pas pris ses pilules ou, tu sais, ils vont tout de suite avoir la plupart vont avoir cette réaction-là. Puis je trouve ça juste dommage parce que ça vient pas en aide à ce moment-là, la personne qui panique ou qui est témoin de quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai entendu dire des gens, ben, c'est tout juste s'ils ne voulaient pas les emmener en psychiatrie. Hein. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Rémi, je veux que tu gardes la ligne. Rémi, on va aller faire une petite pause parce que ça fait près de 30 minutes qu'on jase. On va prendre une pause et on revient. Ne raccrochez surtout pas. On revient tout de suite. On revient après la pause. On est de retour avec Rémi Fauchereau et Gilles Thomas de ODH TV. Vous êtes toujours là, les gars?
Oui, on est toujours là. Ah, c'est bien. Vous n'êtes pas parti à la course. OK. On parlait de justement, tantôt avant la pause, tu disais qu'il y avait des gens même que les policiers ont voulu, ou les gendarmes ont voulu interner certaines personnes qui disaient voir des choses. C'est parce que les gens sont comme pas tout à fait ouverts sur ces phénomènes-là non plus. Hein. C'est pas évident de faire comprendre aux gens qu'il y a des choses autres qui existent que ce qu'ils ont toujours vu à l'habitude. Mais comment vous réagissez avec ça, vous autres, quand que la gendarmerie... Est-ce qu'il y en a... Ça arrive des fois que les gendarmes vous appellent pour vous parler d'un cas qu'ils viennent recevoir puis qui ont besoin d'aide, de votre aide? Oui, actuellement, moi, j'ai eu 2 fois de suite des gendarmes qui m'ont appelé, qui m'ont demandé mon aide. Ça, c'est des choses qu'on voit actuellement, hein, en 2018. Mais par exemple, si on se reporte dans les années 1950, c'était plus difficile. Les gens n'étaient pas considérés comme sérieux quand ils parlaient du phénomène OVNI, etc. Ça amenait un peu, comme on dit, de débuter avec l'affaire Kenneth Arnold en 47. Donc, c'était pas trop médiatisé, etc. Maintenant, c'est plus connu par l'intermédiaire d'Internet. Et puis, il y a la recherche, il y a toute la conquête spatiale qui est venue derrière tout ça, avec la recherche de la vie extraterrestre sur les exoplanètes, etc. Donc, les gens sont plus sensibles à tout ça, même que ce soit du côté policier, du côté média, du côté des témoins, enfin des gens de la population, etc. Donc ça passe mieux aujourd'hui, ça passe mieux aujourd'hui que plutôt dans les années 50 ou 60. Hein. Ils sont moins hermétiques. Aujourd'hui, on aurait tendance à être pris plus au sérieux que du temps de l'affaire Barney Hills ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un fait. Oui, mais par exemple, il y a encore des réticences, parce que moi je connais des pilotes qui ont vu quelque chose. Il n'y a pas si longtemps que ça en vol, hein, il y a peut-être une dizaine d'années, et ils n'ont jamais voulu que je cite leur nom, que de témoigner tant qu'ils avaient un avion dans les mains et qu'ils volaient, parce qu'ils avaient peur encore, et pourtant normalement c'est plus le cas maintenant, hein. Ils avaient peur de témoigner parce qu'ils avaient peur de se faire sauter leur licence de vol en allant souvent chez le psychiatre ou le psychologue. Ben justement, je pense qu'eux sont obligés de signer quelque part un... Ah ben ils sont obligés de remplir, déjà quand ils voient quelque chose en vol, ils sont obligés de remplir un rapport. Hein, il y a un rapport, vous allez à la tour de contrôle même de l'aérodrome de Branche, le petit aérodrome qui est à côté de chez moi, vous avez les rapports, vous pouvez les demander au contrôleur afiste, il va vous les donner, vous les remplissez, vous les signez maintenant. Que ça concerne pas que les militaires, hein, ça concerne aussi les civils. Hein. Mais justement, ils sont obligés de garder le silence à quelque part, mais comme là, ceux que tu connais là, qui t'ont donné leurs témoignages à ce moment-là, est-ce que ils n'ont pas eu de problème? Tu les nommes pas, tu fais juste pas les nommer ou Non, à partir du moment où je respecte l'anonymat, c'est-à-dire que je ne les nomme pas, ils acceptent de me donner le témoignage et de me le laisser publier. OK. Si je mets aucune référence les concernant. OK. Voilà. Si je mets, par exemple, un témoin pilote, par exemple, je dis simplement un témoin pilote a vu, etc., à tel jour, telle heure, là, ils me laissent publier. Mais ils veulent que je mette que ça. Mais par contre, ils n'iront jamais témoigner de manière officielle à une tour de contrôle ou à une gendarmerie, etc., parce qu'ils ont peur, justement, des conséquences, c'est-à-dire qu'ils ont encore peur aujourd'hui de se faire sauter leur licence de vol. Or que généralement maintenant il est admis, disons en France, que les pilotes qui rencontrent quelque chose, ils doivent témoigner. Bon, ils peuvent très bien faire des méprises aussi, mais ils doivent témoigner et le signaler parce qu'il y a une grande enquête statistique qui depuis le rapport Cometa et généralement qui va être qui va se dérouler maintenant en France, okay. Hein, puisque le rapport Cometa, c'est des généraux de l'armée de l'air qui ont décidé de faire un rapport et de l'envoyer au président de la République à l'époque, Jacques Chirac et Lionel Jospin. Ça, ils n'ont pas donné suite, mais ça a quand même éveillé un peu les consciences dans l'armée, et c'est là qu'ils ont sorti les questionnaires. Ils ont décidé de les remettre à tous les pilotes qui étaient bien civils que militaires, pour qu'ils signalent tous les objets anormaux qu'ils pouvaient rencontrer dans le ciel
pour faire une étude de statistique et puis voir un peu ce qu'il en était, ce qu'il en retournait. Donc, ils sont obligés de le faire. Alain avait une question aussi pour toi. Oui, je te demande, pour tes pilotes, c'est des pilotes militaires, comme tu dis, ou c'est des pilotes commerciaux qui t'ont contacté? Ah non, c'est des pilotes de ce qu'on appelle d'avions de tourisme. OK, oui, c'est ça. D'avions de tourisme, c'est-à-dire c'est des Cessna. particuliers qui ont un avion, si tu veux, ou qui sont pilotes d'aéroclub. OK. Ah, OK. C'est pas des commerciaux, c'est encore autre chose, des commerciaux, et c'est pas des pilotes militaires. OK. Mais justement, eux autres sont obligés de faire ces rapports-là parce que dès qu'ils voient quelque chose sur le radar, il faut qu'ils le signalent, c'est ça? Ils sont obligés de le signaler? Tous les avions n'ont pas de radar, et puis ils ont des transpondeurs, des choses comme ça, mais pareil, tous les aérodromes n'ont pas de radar. Hein. Oui, ça c'est un fait. Les n'ont pas de radar, ils n'ont pas de radar dans leur tour de contrôle. Hein. Oui, c'est vrai. Mais disons que, par contre, tout le territoire français est surveillé par des radars. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que quand un pilote voit quelque chose, il doit faire un rapport. Et après, ce rapport va à la direction de l'aviation civile ou, disons, au militaire, hein, ou à la défense nationale. Et après, d'après ce rapport-là, ils vont vérifier sur les tracés radars, qui sont généralement des tracés radars militaires, parce qu'il y a qu'eux qui ont vraiment toute la surveillance du territoire. Il y a une correspondance entre le témoignage du pilote et un tracé radar quelconque. OK. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est dans ce sens-là que ça marche. OK. Bon. Manon, est-ce que tu avais d'autres questions, hein, Rémi? Moi, c'est concernant ton quatrième livre, l'inventaire 1872 à 2014, les manifestations OVNI dans l'Yvonne. Quand tu parles d'inventaire, parce que je suis désolée, j'ai pas lu ton livre, hein, mais ça va venir. Je voudrais savoir, au niveau d'inventaire, est-ce que ça comprend des preuves, des pièces quelconques? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre-là? Oui, alors pour vous parler de ce livre-là, il résume déjà les 3 autres petits fascicules. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un livre qui était quelque chose de complet sur tout le phénomène OVNI dans l'Yonne depuis le début jusqu'en 2014. Okay. Alors donc, comme j'avais publié 3 petits fascicules, on a mis ces 3 petits fascicules-là dans ce livre-là. Et on a rajouté d'autres cas que j'avais eus depuis 2009. Parce que le dernier petit fascicule que j'ai publié, c'était jusqu'en 2009. Hein. Oui. 3 petits fascicules là vont des années 50 jusqu'en 2009. Et de 2009 à 2014, j'avais encore recueilli d'autres témoignages. Et donc, on les a rajoutés, et donc ça fait ce fameux livre inventaire 1872-2014, qui est épuisé maintenant et qui est sorti, qui a fait mon 4e livre. Voilà. Mais est-ce que si les gens veulent lire ton livre, est-ce que tu penses, comme Manon, je pense que Manon t'a posé la question tantôt, est-ce qu'il y a un de ces livres-là qui peut être réédité un bon moment donné ou tu te concentrais à refaire celui-là et reparler des cas les plus pertinents dans ton dernier? Non, je vais peut-être refaire encore tu veux parler du livre que je vais sortir là? Oui. Oui, le livre que je vais sortir, c'est pareil, ça va être encore des témoignages qui vont venir, qui sont nouveaux, enfin des témoignages que j'ai reçus récemment, mais qui sont des témoignages anciens surtout, hein, et que je ne connaissais pas, que j'ai eu depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, et j'en ai à peu près reçu une centaine. OK. Que je vais venir ajouter à cet ancien livre. C'est-à-dire le 4e livre, et ça va faire un 5e livre aussi. OK. Justement... J'essaie de faire quelque chose de complet à chaque fois, tu vois. OK. Hein? J'ai su que Gilles Durand et Gilles Thomas ont écrit le post-face de ton prochain bouquin. Ça, oui. Gilles, présentement, tu es encore là. Tu es toujours là? Oui, je vais te le passer. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Je suis présentement là. Oui. Et j'entends. Hein. Et t'entends? Oui. T'entends, Gilles? T'entends?
Oui, OK, Gilles, tu as fait la postface du livre de Rémi qui va paraître en décembre. Mais toi, t'es pas à l'écriture d'aucun livre là, comme cela. Tu participes à certains bouquins comme ça, à l'occasion. Oui, tout à fait. Bon, moi, là, ma première question, de toute façon, que je veux te poser. ODH TV. Qu'est-ce que c'est ODH TV? C'est l'OVNI dans l'histoire, mais depuis quand ça fonctionne, ce truc-là? C'est une série web qu'on peut voir, parce que je sais que tu fais beaucoup d'enquêtes, que ce soit ufologique ou fantomatique. Tu es là-dedans depuis quand même assez longtemps, si je ne me trompe pas. Tu veux savoir l'histoire de DHTV? Oui, exactement. En fait, DH officiellement a commencé en octobre 2006. Donc, ça fait 12 ans. Oui. OK. Oui, ça fait 12 ans, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, ces trucs-là? Est-ce que tu as été témoin de choses, toi, à ce moment-là, ou ufologique ou fantomatique, je veux dire? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde-là d'insolite? En fait, on va dire que je suis tombé dedans étant petit, dans la marmite. Comme Obélix. J'ai commencé à m'y intéresser quand étaient diffusées sur la télévision française dans le début 90 les émissions mystères. OK. Et comme mes parents regardaient ça, des fois, je faisais le mur pour essayer de regarder. OK. Même si c'était diffusé très tard et que j'étais censé dormir déjà à cette heure-là, mais bon. Et donc, par la suite, j'ai lu des magazines. Et puis, petit à petit, à l'ère d'Internet, je me suis mis sur l'ufologie d'Internet. Et puis, petit à petit, voilà, quoi. Mais toi, étant petit, tu n'as pas vécu de phénomène en particulier, là, pour toi, je veux dire? Étant petit, je me rappelle plus trop. Non, pas vraiment, mais on va dire que c'est de famille, l'ufologie. OK, c'est de famille. Donc, tes parents ils t'ont baigné là-dedans sans le vouloir ou? Plutôt côté, c'est ma mère, parce que ma mère a fait des observations, mon oncle aussi. Enfin, c'est côté maternel qui a eu c'est plus l'ufologie. Côté paternel, c'était plutôt le paranormal. OK. Oh, c'est intéressant. Mais toi? C'est comme Rémi Faucheron. Rémi, jusqu'au mois d'avril, il avait rien vu de sa vie. C'est sa maman et sa tante qui ont observé, mais voilà, il a été baptisé en avril 2018, n'est-ce pas, Rémi? Mais toi, dans le fait de vouloir partir une série télé comme ça, pour faire des émissions, tu reçois tellement de personnalités connues dans le monde ufologique. Tu en as fait depuis, tu dis, 12 ans. Donc, qu'est-ce qui t'a... Tu sais, je veux savoir, côté européen, il y a pas beaucoup d'émissions dans ce sens-là. Chez vous, là, l'ufologie, c'est vu comment? Dans la société? Oui. Rémi, tu peux pas répondre plutôt? Tiens. Moi, c'est Rémi, Oui, Rémi. Comment c'est vu? Ça dépend. Les médias sont encore assez réticentes. Là, par exemple, on va faire une veillée ce soir. On a eu un article sur 3 pages dans l'Union républicaine. Ils ont sorti le côté sceptique. Ils ont sorti le côté sceptique. Et ça passe même sur les télévisions, les émissions de télévision, les animateurs présentent le côté sceptique des choses, quoi. C'est-à-dire que si tu veux, au niveau, de la recherche des exoplanètes et de la vie sur les exoplanètes, etc., tant qu'on n'aura pas trouvé un humanoïde, disons, ou un humain, quelqu'un qui ressemble à un humain comme nous, parce qu'ils en sont encore à l'hypothèse de recherche de virus ou de bactéries, tant qu'ils n'auront pas vu un être intelligent comme nous, ce sera difficile de leur faire croire qu'il y a eu des RR3 ou des choses comme ça, tu vois. Mais dans vos cas... Ou sur la planète. Dans vos cas, à tous les deux, autant à Gilles qu'à toi, à ce moment-là, vous n'avez pas eu de témoignages d'enlèvement. Est-ce que vous en avez eu, vous, chez vous? Non. Moi, dans mon département, non. J'en ai pas eu. Mais tiens, je vais te passer Gilles. Oui, Gilles, ça serait intéressant que tu répondes à ça. Gilles aussi? Non, par contre, ce qui est très bien de signaler, c'est que là, c'était jeudi. Oui. Jeudi, on était à Paris à la conférence du docteur David Jacobs.
Oui. Donc qui est quand même spécialisé dans les rencontres rapprochées du 4e type, donc les abductions. OK. Et moi, là, parce que comme tu parles d'enlèvement, désolé, hein, là, on a switché de la question originale qui était est-ce que vous avez eu des histoires d'abduction? Bon, écoute, moi j'ai placé mes caméras sur la chambre de Rémi, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'abduction pour Rémi Fauchereau. Donc, c'est dommage, hein, j'ai tout en matériel, là. Mais Rémi, tu sais que ce que je fais la nuit maintenant, c'est pour ça que je dors pas. Mais sinon, la conférence était intéressante. Et toi, Rémi, la conférence, tu l'as bien aimée? Désolé, je suis en train de faire l'interview de Rémi, là. Oui, mais vas-y, t'as l'habitude de faire des interviews. Oui, j'ai bien aimé. J'ai été surpris par certaines révélations que les témoins ont fait sous hypnose. Je pensais pas que ça allait jusque-là. Mais c'était très intéressant. Moi, j'avais jamais assisté à une conférence d'un monsieur comme ça. C'était bien traduit, etc. On comprenait bien. Il a fait vraiment quand même beaucoup de recherches durant toute sa vie. Et c'était seulement qu'une conférence uniquement avec cet homme-là, ou il y avait d'autres personnes qui commentaient aussi ou qui faisaient de la conférence? Il y avait, je crois, un Coréen, hein, c'est ça. D'Oxford, oui. Un conférencier invité, mais est-ce que était-ce pertinent comme conférence? Je veux dire, y a-t-il des choses qui vous ont marqué ou qui ont fait comme ça j'accroche ou ça je décroche? Oui, c'était assez intéressant. Moi, j'ai trouvé ça quand même. J'étais pas préparé au phénomène de l'abduction parce que je te dis, j'en ai jamais eu dans mon département et je m'étais jamais vraiment penché sur la question. Okay. Et ce que j'ai entendu à la conférence, ça m'a quand même, ça a percuté en moi. Hein. Ça m'a. Touché un petit peu quand même, oui. C'est-tu moi ou non, c'est rien que les États-Unis puis nous autres ici au Canada, parce que ici on en a des cas d'abduction, on en a des. C'est ça, j'ai l'impression que ça se passe surtout dans ces pays-là, en Amérique du Nord ou du Nord, oui. Et on doit être des phénomènes trop étranges, puis ils veulent nous observer. C'est pas Gilles, hein? Mais peut-être aussi que la population ose pas, ils ont peur des représailles de dire qu'ils sont fait enlever, étant donné que c'est hermétique, comme vous disiez tantôt, là, c'est pas encore assez ouvert. Là, j'ai repris le téléphone, Carole, c'est exactement ça, parce que déjà, quand on voit les témoins qui ont du mal à dire, voilà, j'ai observé quelque chose d'insolitaire dans le ciel. Il y en a beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup d'auditeurs qui envoient souvent des questions, mais comment ça se fait qu'il n'y a plus de rencontres rapprochées du 3e type ou autre, et pourquoi il n'y a pas autant de films avec tous les smartphones et tous les téléphones portables maintenant? Ça, c'est une question qui revient souvent. Par rapport aux abductions, moi, personnellement, je serais du même avec toi, c'est-à-dire que c'est déjà compliqué de dire d'avoir observé des lueurs étranges dans le ciel. Okay. Parce qu'après, il y a les railleries. Non, mais ce que vous avez observé, c'est des simples lanternes célestes, lanternes thaïlandaises ou alors des drones, ou des avions en phase d'approche. Alors de dire qu'il y a des gugus qui sont rentrés dans votre chambre en pleine nuit pour vous enlever et vous emmener on ne sait où. Là, les gens, ils ont peut-être peur de finir en hôpital psychiatrique. Bien, c'est ça, les gens, peut-être, comme Manon vient de dire tantôt, mais les gens ont peur d'être ridiculisés ou d'être internés injustement. C'est ça que mais c'est pour ça que de telles émissions ou des vidéos comme tu fais, ça aide les gens à comprendre qu'ils sont pas les seuls non plus à vivre des phénomènes de ce genre-là. Puis je pense qu'au contraire, on peut passer pour des fous. Même nous qui faisons ces enquêtes-là, on passe pour des fous parce qu'on s'intéresse à ça. Mais les gens qui regardent les vidéos passent aussi pour des fous parce que ça les intéresse, ce genre de vidéos aussi. On tourne en rond, là. Effectivement, et puis tout à l'heure, je parlais des canulars que tu recevais. Oui. Tu le sais très bien, Carole, parce que on en discute souvent sur Messenger. Il y a pas mal de gens un peu barges ou des taouins qui viennent m'envoyer des commentaires sur des canulars. Que t'as bien appris ton québécois, le taouin. Ah bah oui, ça c'est à force de traîner avec Raymond Choquette aussi. Hein. Je salue s'il écoute. Oui, sûrement qu'à moins que c'est vrai qu'il est en camping sauvage. Je ne sais pas s'il nous prend par Internet. Si Raymond est là, il y a un qu'à me faire signe pour nous dire qu'il nous écoute. Sinon, il va écouter le podcast, c'est pas plus compliqué. Moi, Gilles, j'aurais une question pour toi. Est-ce que vous organisez des fois des repas ufologiques, genre pour sonder les gens autour sûrement qu'il y aurait des gens intéressés qui n'osent pas parler, mais qui se présenteraient dans ces endroits-là pour pouvoir écouter,
première des choses, et se sentir en confiance et ensuite pouvoir peut-être émettre qu'il est arrivé des cas spéciaux, dont 1 heure ou 2 qui ont vu quelque chose, 1 heure ou 2 après, ils sont réveillés, ils ont perdu un laps de temps. Est-ce que vous avez, vous, dans votre région, des organisations comme ça, des repas ufologiques, où les gens peuvent se parler librement? Dans le département de Lyon, il n'y a pas de repas ufologique. Le département de Rémy. Mon département dans le sud, il n'y en a pas non plus. Les plus proches, c'est à Toulouse. Il y a le repas ufologique de Toulouse, administré par Isor, que je salue, si elle écoute. Et sinon, du côté de Montpellier, il y a les rencontres ufologiques de l'association OVNI Languedoc. Mais moi, je ne suis pas dans l'association des repas UFO. J'ai participé à des conférences qu'organisaient des repas ufologiques, que ce soit celui de Toulouse, d'Annecy ou même à Brest aussi, en Bretagne. Mais, parce que dans Lyon, il n'y a pas. Ce que Rémi fait, des fois, c'est des veillées comme celle de ce soir, donc à l'aérodrome d'Auxerre-Branche. Et là, depuis quelques temps, c'est le 3e aujourd'hui. Il y a le 3e rendez-vous d'ODH-TV. Donc, le rendez-vous d'ODH-TV, oui, les gens, ils viennent discuter. Mais c'est aussi une espèce de conférence, mais en plein air, dehors, sur un lieu d'observation de à l'aérodrome d'Auxerre-Branche. Et en fait, Rémi ou moi, on raconte les ovnis dans l'histoire, comme ODH, c'est les ovnis dans l'histoire, comme tu as dit tout à l'heure, Carole, les ovnis dans l'histoire du lieu. En fait, c'est comme un repas ufologique sans repas. Ça se fait durant une veillée, puis c'est tout. C'est une veillée ufologique. C'est intéressant, faire ça comme ça aussi. Vous avez ça, vous autres, une association de repas ufologiques. On n'a pas ça ici au Québec. On a de la misère à se parler entre équipes parce que tout le monde veut pas dévoiler trop. Ou, je ne sais pas si c'est comme ça dans votre coin. Il y a aussi ça en France. J'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai dit oui, les groupes qui font de la chasse gardée sur leur cas. Oui. OK. Ça a coupé sec, je pensais qu'on venait de te perdre. Moi aussi, c'est l'impression que j'ai eue. OK. Donc, mais chez vous, question plate. Ça se bitch-tu chez vous, entre ufologues? Je traduis. Bitch. Oui. Son place, c'est ça. Si ça vous, vous plantez là, genre parler dans le dos de tous et chacun et descendre pour vous remonter plus haut que, comme on dit, descendre. Comment on peut dire ça, bitcher. Hey, en français, bitcher. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Les conflits entre ufologues, mais ça, on va dire que ça fait partie des aléas de l'ufologie. Hein. Ouais, dès qu'on rentre dans l'ufologie, on a signé pour les bons côtés comme les mauvais côtés. OK, donc c'est pareil chez vous. Il n'y a pas que dans l'ufologie, même dans le paranormal, je vois, c'est pareil, d'après ce que je vois depuis un certain temps. On va dire que c'est... de toute façon, l'ufologie, c'est juste le miroir de la société actuelle. Oui. Ils ne s'apprécient pas dans la société. Ils sont pas tous... c'est pas le... Moi, en fait, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs ou de personnes qui doivent penser que les ufologues, et j'aime bien dire ça, chantent sur un arc-en-ciel en disant nos itis sont nos amis. Enfin, les itis sont nos amis, pardon. Mais en fait, c'est pas ça. Mais bon, c'est... il faut tout pour faire un monde. C'est pas des choses qu'on aime beaucoup mettre en avant. Parce que bon, les histoires des uns et des autres, ça devrait regarder que les personnes concernées et pas l'ensemble de la communauté ufologique. OK. Je trouve ça intéressant. Et là, je veux rappeler à tout le monde qui veulent nous laisser un message ou qui veulent communiquer, laisser un texto pour avec une question qui s'adresserait soit à toi, Gilles, ou à Rémi Fauchereau. J'aimerais que vous... Parce que Rémi, il va aller se faire un café. Allez-y. De toute façon, regarde, ceux qui veulent faire un texto, poser une question par texto, c'est au 581-500-1196. Je répète, le 581-500-1196. Pour ceux qui veulent envoyer des textos à la radio, je vais vous lire. Ça, c'est sûr que je vais vous lire en ligne. J'ai reçu un message d'ailleurs pour Manon qui lui souhaite un joyeux anniversaire de la part de Raymond Blais. Mais merci. Bonjour Raymond. Et, merci Raymond. C'est le fun que tu sois en ligne aussi. Je vais aussi... j'ai fait un poster pour annoncer l'émission de ce matin. Je parle pas du live, là, je parle du poster. J'ai mis les liens pour les messages de ceux qui veulent
écouter en ligne ou ceux qui veulent regarder le podcast une autre fois, à une date ultérieure. Mais ceux qui ont des questions pour Rémi Fauchereau ou pour Gilles Thomas, faites-le sur ma page Facebook en dessous du poster. Ça va nous faire un plaisir de transmettre vos questions à Gilles ou Rémi. Et c'est ça. C'est tout simplement ça. Et là, Gilles, je veux que tu gardes la ligne parce qu'on va devoir aller à la pause. On vous revient tout de suite après. Merci beaucoup. Lâchez pas et quittez pas. Et allô? Hey. Bon, on est de retour. On entend Gilles qui placote en arrière, dans le fond. De quoi vous parlez, mes coquins? Ah, de rien. On vous entendait en ondes un petit peu. J'essayais de vous parler, mais là, je te laisse aller. Moi, j'essaie d'écouter aux portes, là. Non, on écoutait les publicités québécoises, ça nous change. Ça vous change, hein? Gilles, on a une question pour toi aussi. Oui. Dans tes cas, tes meilleurs cas de tout ce que tu as vu, parce que tu as sûrement été témoin de phénomènes. Oui, de choses curieuses, particulières, je dirais. J'aimerais ça que tu m'en parles. Juste entre toi et moi de même. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Mais vous voulez lequel? On veut tout savoir. Oula. Ami, j'ai peur. Non, mais on aimerait ça, avoir une idée de ce que tu captes, ce que tu as vu. Ah ben, je dirais que le phénomène le plus intéressant que j'ai pu voir et qui m'a aussi emmené ensuite à m'intéresser plus amplement aux histoires de lueurs géologiques au-dessus de failles, c'est l'observation que j'ai fait le jeudi 21 janvier 2010. OK. Donc c'était un soir où j'allais interviewer quelqu'un en live. OK. Un ufologue, Jean-Marie Bigorne, je me rappellerai toujours, c'est un ufologue du nord de la France. Et le direct avait commencé un peu en retard parce que juste avant que le live ne commence, j'ai vu quelque chose qui paraît anodin quand on pourra en parler comme ça. C'était pas un grand engin, c'était simplement des lueurs. Okay. Et, donc c'était à 18h55. J'étais en train de fumer une cigarette, hein. C'est mal. Bon, maintenant, tu sais très bien que... oui, t'as arrêté. C'est ça. Et d'un coup, je vois un météore vert, de couleur vert qui tombe. Et d'ailleurs, j'étais au téléphone avec le deuxième animateur des lives à l'époque, qui dit, tu devrais mettre ta caméra là. J'aurais dû l'écouter. Hein. Parce que quelques minutes après, il y a une espèce de lumière. J'ai cru que c'était un feu d'artifice au début. Et c'est une espèce de lumière qui... il y en avait une et il y en a eu 6 après sur l'horizon. Oh. Et de suite, je suis allé chercher de quoi filmer, mais j'avais plus de place sur la carte SD. Ça va bien. Et donc là, j'ai demandé à quelqu'un de venir pour qu'il y ait un deuxième témoin. Et ces lueurs, en fait, elles s'étaient divisées en deux groupes. En deux groupes de lueurs, de 3 lumières chacune. Et ça faisait une espèce de balançoire au-dessus de l'horizon. C'est-à-dire qu'il y en avait un groupe qui descendait et l'autre qui montait. Et c'était curieux, c'était de couleur orange. Oui, je vois venir déjà des auditeurs, ils vont dire, mais non, ça c'est des lanternes thaïlandaises. Oui, sauf que ce jour-là... Ou des flares, des choses envoyées par l'armée ou à la recherche de gens. Des fois, ils lancent des petits feux genre des gros feux de Bengale. Ouais, des filets de détresse. OK, c'est ça. En fait, ce jour-là, il y avait du vent. J'avais sorti de suite la carte météo parce que je me doutais que des gens auraient dit que c'était des lanternes célestes. Et le phénomène semblait voler contre le vent qui était à 50 km/h ce soir-là. OK. Sauf que alors ce phénomène, ensuite il s'est résorbé en une seule boule. Oh. Et ça a disparu. Sauf qu'à 19h15, c'est réapparu. Et là, je sais pas si tu vois les lueurs de Phoenix. Oui. En 97. Oui. D'un coup, il y a 4 lueurs qui sont apparues en arc de cercle, mais d'un coup dans le ciel. OK, c'est dans la même chose. C'est pareil. Hein? C'est pareil à ça, ce que tu as vu? Ouais, c'était le même soir. Hein. C'est le même soir. Oh, en plus? Oui, il y a eu un temps d'arrêt, comme tu disais, je crois entre les deux.
Puis, il y a eu un temps d'arrêt, il n'y avait plus rien. Bon, moi, j'étais au téléphone avec des amis qui l'avaient vu, puisqu'en tout, on était à peu près une 50aine de témoins. C'est simple. À avoir vu le phénomène. D'ailleurs, on est passé dans le journal aussi pour chercher d'autres témoins. OK. D'ailleurs, j'avais eu une mauvaise expérience avec les journalistes. C'est la première fois que je les voyais, ces journalistes qui rigolaient d'ailleurs. Et donc, on n'a jamais su ce que c'était. Okay. L'armée aurait vu le phénomène, d'après un ami qui aurait contacté l'un des sémaphores de la côte. Okay. Parce que le phénomène semblait être au-dessus de la mer. Méditerranée, et donc en fait le phénomène a été vu un peu partout dans le golfe du Lion, c'est-à-dire de Béziers jusqu'à Perpignan. OK. Ce qui est frustrant là-dedans, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on voit exactement. Ça demeure toujours inexpliqué. Bien, parce qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un. Y avait-tu un bateau? Si tu dis que c'est au-dessus de la mer, est-ce que c'est quelqu'un qui font des tests de flare, des choses comme ça? Ou c'est-tu des expériences scientifiques ou autres, ou quand ils sont à la recherche de quelque chose, en mer surtout, que ça peut arriver, ça peut être ça, mais en pleine ville, au-dessus d'une ville, ça m'étonnerait énormément qu'ils cherchent quelque chose à la lueur de ces genres de petites lumières-là qu'ils envoient dans le ciel, là. Mais, après, là, c'est sûr, je ne vais pas dire que c'est forcément quelque chose qui vient d'ailleurs, parce que pas très loin, en mer, il y a une faille sous-marine, une faille géologique. Ah, non, parce que... c'est pour ça que ça m'a un peu plus emmené dans cette recherche, dans l'étude géo-ufologique. OK, parce que, oui, justement, tu es présentement là-dessus sur des dossiers de failles géologiques qu'on va... C'est pour ça aussi que je viens chez Rémi Fauchereau, parce que Rémi Fauchereau, il vit à 83 mètres d'une faille, n'est-ce pas, Rémi? 83 mètres, c'est proche, là. Et puis, tu as plein de cas, tu pourras en parler. Tu pourrais en parler. Mais je trouve ça... il pourrait nous raconter des expériences qu'il a vécues lui aussi. Oui, alors donc, je suis dans un hameau de Charbuy. Le Charbuy, c'est le village. Okay. Et il est composé de plusieurs petits hameaux. Et donc, moi, c'est un hameau qui est environ à 3 km du centre du village. Et ce hameau, dans lequel je vis, il est traversé par une faille. Du sud-ouest au nord-est. Voilà. Et donc, le long de cette faille, ou dans cette région de faille, il y a beaucoup de gens qui ont vu soit des boules lumineuses dans le ciel, ou des lueurs bizarres, des lueurs rouges, le ciel qui s'embrase de couleur rouge, des boules... Oui, des lueurs qui sortent du sol. C'est ce qui se trouve être en fait des gaz, des boules de gaz qu'on voit. Voilà. Est-ce que c'est pas du plasma? C'est pas un problème de plasma ou quelque chose comme ça? C'est possible. Voilà. Okay. Alors donc, moi j'ai beaucoup de cas sur simplement concentrés sur Ponceau, sur le Grand Ponceau. OK. T'as pas peur d'être étant sur le bord d'une faille comme ça, t'as pas peur que tremblement de terre ou... Non, mais excuse, j'ai repris le téléphone. Faut pas oublier qu'en fait, le secteur de Ponceau, là où vit Rémi, c'est un endroit intéressant. Bon, déjà, t'as la faille, mais là où passe la faille, avant, t'avais une ancienne chapelle qui a été démolie après la Seconde Guerre mondiale. Et en dessous, il y a les corps encore. Il y a des tombes. Okay. Il y a des tombes et la faille n'est pas juste en dessous. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a les noms des lieux. Et moi, j'aime bien aussi les noms des lieux parce que pas très loin, il y a un nom qui s'appelle les Ferriers. Et les Ferriers, c'est quoi, Rémi? Les Ferriers, ce sont des endroits où, dans l'ancien temps, les gens récoltaient des pierres, c'était des pierres ferrugineuses, okay, pour en extraire le fer. OK. Voilà. Mais dans ton cas, là, est-ce que tu en vois souvent des boules, des petites boules oranges? Est-ce que c'est toujours orange? Justement, moi, il y a eu des boules noires qui ont été vues en plein jour. Attends. De nuit, des boules rouges, des boules blanches. Attends. Des boules noires. Oui, tu peux pas t'imaginer ce qui a été vu, et tout autour de la faille. Et alors, il y a donc ma première observation, là, en avril de cette année. Je suis sorti dehors vers les 23 heures. Et juste au-dessus de la chambre où Gilles réside quand il vient chez moi, donc si tu veux en direction de l'est un petit peu,
du nord-est, disons, hein, du nord-est. J'ai vu un petit peu au-dessus de mon toit, dans l'angle avec la cheminée, une vieille cheminée qui a été construite en même temps que la maison, parce que c'est une maison ancienne que j'ai. Eh bien, j'ai vu une grosse lueur à bout de bras, hein, une grosse boule blanche, mais d'un blanc laiteux, tu vois, comme le blanc d'une plante, ce qu'on appelle le latex, tu vois, aussi. Ah, ok. Hein, et avec un halo tout autour. Et je l'ai vu, mais très furtivement, tu vois. Mais ça m'a... Sur le moment, j'ai pas réagi. Et puis en rentrant, je me dis, mais qu'est-ce que c'était ce truc? Et c'était le jour où la station spatiale chinoise, tu sais, on savait pas trop où elle allait tomber, rentrait dans l'atmosphère. Et elle est tombée dans le Pacifique, donc pas dans cette région. C'est la même journée que tu as vu cette boule-là. La même journée, le même soir, et il était vers les 23 heures, donc 23 heures. Mais la boule blanche, blanc laiteux, comme tu dis, est-ce que c'était fixe ou c'était en train de tomber? Ben moi, non, je l'ai pas vu en train de tomber. Il n'y avait pas de queue comme à une météorite ou quelque chose comme ça. Mais il y a... mais elle était fixe, elle était fixe et elle était fixe et c'était passé comme si c'était une lumière qu'on éteignait, tu vois, comme une lampe qu'on éteignait. Ah! Donc, c'est peut-être quelque chose, comme tu dis, qui est rentré dans l'atmosphère au même moment, mais qui s'en venait comme pratiquement face à toi. Alors, c'était différent d'un satellite ou d'un satellite à éclipse ou d'un iridium ou des choses comme ça. Okay. C'est pas ça du tout. Hein. C'était vraiment comme une sphère ou un disque. Je sais pas ce que ça pouvait être, mais c'était bizarre. Et c'est la première observation que j'ai faite, que j'ai vraiment faite et que je n'ai jamais réussi à expliquer. Et quelle grosseur qu'elle avait à peu près, cette sphère-là? Elle avait, à bout de bras, elle avait la grosseur d'un pamplemousse. Tu sais ce que c'est, un pamplemousse? Oh oui. C'est une grosse orange, quoi. Oui. Ouais, non, on en a ici des pamplemousses. Oui. Alors, et c'était entouré d'un halo. Et il n'y avait donc pas de brouillard, il n'y avait rien. C'était entouré d'un halo un peu pas laiteux, mais qui était un peu couleur brume, un peu, c'est comme quand il y a de la brume, un peu. Oui. Ce genre-là, et donc, je sais pas ce que c'était que ça. Puis c'était au même moment en plus dans l'entrée de dans l'atmosphère du truc. Et donc c'était juste au-dessus de la faille, on peut dire. Hein. En plus. Mais est-ce que t'en as déjà filmé ou pris en photo de ces petites boules de gaz-là? Excuse-moi, j'ai pas entendu la question parce que Gilles me parle en même temps. Gilles, attends ton tour. C'est à mon tour à poser des questions. Aujourd'hui, c'est toi l'invité. Mais quoi que j'aime bien que tu lui poses des questions, que tu lui... qu'il intervienne. Que tu interviennes aussi. Parce on n'a pas encore commencé les questions là avec Rémi. Hein, il a quand même 9 feuilles de questions à répondre. Ah oui, mais il ne ménage pas, tu sais, quand il vient ici. Hein. Il fait travailler. Hein. Je voulais te demander, Rémi, est-ce que tu as déjà filmé ou pris en photo de ces genres de boules-là? Des boules de gaz là, qui viennent... Le seul film qu'on a fait, c'était à l'aérodrome, encore un phénomène inexpliqué. C'était une sorte de boule blanche, un peu plus gros qu'un satellite. Tu sais, les satellites qu'on voit se déplacer dans le ciel à l'œil nu. Oui. C'était une boule blanche qu'on a vu se déplacer et qui allait en direction du sud. Et donc, qui est passée au-dessus de l'aérodrome. Elle a été filmée par une caméra, puisqu'il y avait mon copain Christian Borda, astronome amateur, qui avait une caméra haute définition pour filmer la nuit et tout ça. Et donc, il l'a filmé, on l'a même mis sur mon blog de la EPA. On peut la voir, hein, on peut voir le... Et donc, on a tout de suite pensé, j'ai consulté donc des contrôleurs aériens, tout ça, des pilotes et tout. Ils m'ont dit, oh, ça serait un avion qui est éclairé par la Lune. Parce qu'il y avait que la boule blanche, il n'y avait pas de feux clignotants et tout ça. Comme sur un avion, tu vois. Aïe, aïe. Les feux anti-collision et tout ça. Oui. Non, mais ça pouvait pas être... J'ai été plus loin que ça. J'ai contacté un radariste. Oui. Un radariste qui a été recherché dans les archives ce qu'il y avait ce jour-là, à cette heure-là, dans ce secteur-là. Et il m'a dit, il y a bien un avion qui est passé, mais le problème, c'est qu'il était
la boule, on l'a vu, nous, à l'espace inférieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'espace inférieur en aviation, c'est au ras des arbres. Et le radariste, l'avion qu'il avait repéré sur son radar, était à l'espace supérieur, c'est-à-dire à la hauteur des avions de ligne. Alors, il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Ça pouvait pas être un drone ou ça pouvait pas être non plus la station spatiale? Je ne crois pas, non. Un drone, à cette époque-là, il y a déjà un moment, ça devait être en 2010. Je ne crois pas trop que, oui, c'est en 2010 qu'on a fait cette observation-là. Non, un drone, non, je pense pas que ce soit un drone. Mais je vois pas ce que ça pouvait être. Donc, surtout que ça a volé assez longtemps. Mais est-ce que tu as ça, toi, Rémi, des logiciels pour mettre sur ton cellulaire comme pour la station spatiale? Parce que c'est... Oui, j'avais installé donc ISS détecteur sur mon ordinateur. Seulement moi, ce que j'ai fait sur mon ancien ordinateur, je pouvais le faire. Mais là, j'ai racheté un nouvel ordinateur où j'ai comme disque dur, j'ai une mémoire flash. Ouais. Hein? OK. Du téléphone, oui. Oui, parce que des fois, attends, je vais te préciser, j'emmène mon ordinateur en veillée, et j'ai pas de téléphone cellulaire. OK. Alors, attends, je te pas Gilles, parce qu'il va t'expliquer. OK. Non, et c'est pas qu'il a un téléphone cellulaire, Rémi, mais il a un téléphone qui date de l'âge de pierre. Donc, ça passe pas. Donc oui, moi sur mon téléphone pour ce soir pour la veillée, j'ai ISS Detector. Oui, ok. Aussi Fly Radar 24. Bon, ici Marine Traffic ça sert pas parce que sur le canal de Lyon, il n'y a pas de pénis ici, non? Bah voilà, donc non, ça sert à rien, quoi. Je vais pas avoir des bateaux d'ici, quoi. Mais oui, mais ça sert tout ça. Puis d'autres logiciels, toi sur ton ordi t'as Stellarium, tu vas des fois sur Even Above. Et Orbitron, je sais pas si ça existe toujours, Orbitron. Oui. Non, mais c'est ça. Donc Rémi, quand tu parles de téléphone et d'application, il comprend pas. Par contre, dans Veillée, si tu lui parles de viennoiserie, là, il comprendra. Voilà, comme ça, c'est en ondes, c'est dans les archives. Tout ça pour te dire que quand je veux avoir des ISS détecteur ou des choses comme ça, il faut que j'emmène mon ordinateur avec moi à l'aérodrome. OK. Parce que j'ai pas de téléphone cellulaire, enfin des téléphones portables. Des téléphones intelligents, t'as pas. OK, c'est bon. Là, j'ai reçu une question aussi pour Gilles Thomas qui vient de Sylvain Bergeron. D'accord. C'est quoi tu peux répéter la question? J'ai Sylvain Bergeron qui marque question pour Gilles Thomas. J'aime bien tout ce qui entoure les ovnis et le paranormal et j'aime bien suivre ODH TV et le RPI dans le paranormal qui disent la vérité. Je sais qu'il y a malheureusement des fakes dans le paranormal. Est-ce de même dans votre domaine? Est-ce que oui, hein. Rémi, il aurait pu répondre, il a fait un grand oui à côté de moi. un grand oui? Oui, qu'il y a des fakes, hein. C'est tellement facile de faire des boules lumineuses en CGI. OK. Toi, t'en fais pas de fake, là. Quand tu mets de quoi en ligne, tu fais pas de niaiserie, là. Comme pour le livre de Rémi ou les deux. OK. Mais tu préviens les auditeurs ou ceux qui voient la vidéo que c'est une reconstitution pour pas que les gens disent là, c'est un fake. Ouais, mais il faut savoir, c'est que j'ai remarqué qu'il y en a même qui regardent pas, qui a marqué reconstitution en haut à gauche. Souvent, il y en a, ils m'envoient des remarques comme le dernier JT que j'ai envoyé là sur les ovnis dans le Val d'Oise. Okay. La page de garde de l'émission, il y a marqué ovnis dans le Val d'Oise, mais il y a une reconstitution dessus. Okay. Et comme il n'y a pas marqué reconstitution à gauche, je suis sûr qu'il y en a, ils ont cru que c'était une vraie vidéo d'ovnis. OK. Là, après ça, vous passez pour des fécus. Des fécus. En fait, après, ils regardent l'émission. C'est pas un mot, j'invente des mots, là. OK. Mais en fait, je fais des reconstitutions que si le témoin a fait un dessin, parce que ça m'est arrivé une fois, j'avais fait de la reconstitution d'une observation, et le témoin m'avait dit, mais c'est pas ça que j'ai vu. OK. Là, j'ai Jean-François aussi qui vous salue en passant, les gars, justement, ton reporter de la ODH ici au Québec. Jean-François vient de m'écrire en privé. Je ne connais pas Jean-François.
OK, Jean-François Primo qui nous écoute en ce moment avant d'aller faire son petit reportage au souper ufologique de l'Association québécoise d'ufologie, l'AQU. Il vient de m'écrire un petit message et il te demande qu'est-ce que tu penses de ça, les regroupements ufologiques nationaux et internationaux. Tu sais, tous les regroupements, parce que les gens comme nous, on se parle, là, on se parle souvent, pratiquement tous les jours en message privé, là, mais je sais que tu fais aussi avec Jean-François, étant ton reporter ici au Québec. Mais les échanges entre pays comme ça, est-ce que vous avez beaucoup de communication aussi avec soit les États-Unis ou le Canada? Avez-vous des communications entre enquêteurs? Oui, on en a. Mais au sein d'ODH-TV ou les autres groupes? Partout. C'est sûr qu'avec ODH-TV, tu as sûrement des communications comme ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui te communiquent ou qui s'approchent justement pour... Il y en a peut-être que c'est pour avoir une interview avec toi, mais d'autres, est-ce que, je veux dire, pour des échanges de dossiers ou des choses comme ça? Dans vos deux cas, en fait, entre toi et Rémi, si vous avez des communications internationales ou nationales, est-ce que vous vous communiquez entre vous des cas? Tu sais, mettons que tu dis, regarde, moi, j'ai vu ça. Hey, avez-vous vu ça? Avez-vous vu dans telle région en Europe, mettons que toi, tu es au sud et que tu sais qu'il y a quelque chose qui se dirige vers le nord, est-ce que tu as des contacts au nord ou est-ce que tu peux dire, regardez vers le nord, est-ce que vous voyez ce que je vois? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais ça, de toute façon, ces contacts, c'est ceux qui faisaient partie de l'ancien réseau des opérations Suricat, qui étaient donc les opérations Suricat, c'est des opérations de surveillance du ciel de veillée nationale qui ont été créées en octobre 2005 dans le cadre des rencontres ufologiques de Châlons-en-Champagne, les rencontres européennes. D'ailleurs, où j'ai croisé Rémi, parce que tu m'as pris en photo. Hier, j'ai découvert dans un album une photo de moi de 2005, j'avais 20 ans, c'est ça? Je le connaissais pas, Rémi. Non, on s'est croisés. Voilà. Okay. Et donc, on va dire, à ce réseau, bah oui, on communique toujours. Tous les anciens veilleurs, parce qu'il y en avait des veilleurs à Suricat avant. Okay. Il y en avait. Mais bon, Suricat s'est éteint en août 2017. Mais selon Jean-François... selon Jean-François... Oui, Jean-François, ça m'étonne pas qu'il pose cette question, l'UFO-motivator. Ben justement, Jean-François, il demande si, d'après toi, ce serait nécessaire, en 2018, de commencer un petit peu plus à faire de l'entraide entre équipes à l'international, selon toi. Parce que, comme il m'écrit en privé, Jean-François, écris-moi pas des longs messages comme ça, ça n'a pas de Ouais, non, mais Jean-François, t'es méchant, là, arrête. Non, mais il dit que Céline Dion, c'est pas les Français qui l'ont inventé, hein, c'est... c'est une Québécoise. Mais non, mais je veux dire, tu vois, dans le niveau international, si comme tu as aussi le GEPAN chez vous en France, qui est gouvernemental, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les trucs comme ça gouvernemental, est-ce que c'est mieux des équipes privées ou gouvernementales, à ton avis? Je dirais juste que l'ufologie, au début, c'était des amateurs. Hein. Oui. Parce que, bon, en France, la première association a été fondée, elle date de 1949. Elle a été fondée en 1949 à Grenoble. Mais on va dire que quand on regarde l'ensemble de l'ufologie, en France, on est tous des amateurs. Enfin, à peu près. OK, mais je veux dire, le GEPAN, t'as pas l'impression que, je sais pas, qu'il pourrait cacher des informations ou des choses comme ça? Attends, excuse-moi. Par contre, tout à l'heure, t'as dit un truc qui est primordial, je pense, c'est l'entraide entre ufologues. Exact. Au lieu de se cracher dessus, ce serait bien que les gens s'entraident. Je vais donner un exemple. Bon, elle va peut-être pas être très contente que je parle de sa chaîne, mais en ce moment, j'essaye d'aider Pamela Charon de Zone Anormale. Oui. Et de toute façon, tu sais que j'essaye de tout faire pour que l'aider et faire une entraide ufologique internationale. OK. Aussi. Oui, dans un sens, oui, parce que Pamela, justement, a fait un bon travail vidéo, justement, et je la salue en passant. Je suis certaine qu'elle nous écoute,
Ah oui, elle nous écoute. Oui, c'est sûr qu'elle nous écoute. Elle nous suit. Je trouve ça intéressant aussi ce qu'elle fait. Je veux le souligner en même temps. Ceux qui veulent voir sa page Facebook, où je pense qu'elle a une chaîne YouTube aussi, qui s'appelle aussi Zone Anormale. Elle fait un bon travail. Elle fait des bonnes recherches et elle a une bonne... c'est pour quelqu'un qui vient de commencer dans le domaine, je trouve qu'elle s'en va... Elle va aller loin là-dedans. À mon avis, je trouve ça intéressant. Ensuite de ça, j'attends un peu, je pense qu'on va fermer la porte du studio parce que quelqu'un vient de rentrer dans le studio. Non, mais c'est Men in Black. As-tu déjà eu la visite de ça, ce monde-là, toi? 2. Des Men in Black? J'ai jamais eu de visite de Men in Black, Rémi. Rémi, bah tiens, réponds aux questions un peu, hein. Donc, dans le département de l'Yonne, moi, j'ai jamais eu de cas de Men in Black, hein, pas du tout. J'ai pas eu de mutilation de bétail, j'ai pas eu de RR4, ça s'arrête à RR1, RR2, RR3. Voilà. OK. Ben, justement, Rémi, maintenant que tu es en onde, tu es en ligne, Chantal, ma sœur Chantal qui pose une question sur la page sous le poster que j'ai mis justement sur la page de Zone Parallèle. Elle demande quel est le cas en France qui vous a le plus marqué ou qui a plus marqué, à part la vague. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, dans le fond? En France? Oui, qui vous a le plus marqué à vous deux, ou que vous dites, ah non, ça marche. Je crois le cas dont on parle souvent avec Gilles, c'est le cas de Valençol en 65. Ah, ça c'est le champ de... Où est-ce qu'il y a des... Oui, Valençol, c'est vraiment... Comment ça tu vois, même après la mort du témoin, on en parle toujours, maintenant. Oui, vous faites pas... Il va t'en parler mieux que moi. OK. Non, c'était juste pour préciser, tout à l'heure, c'est vrai que, bon, j'ai switché dans les réponses, excuse-moi, bon, c'est à mon habitude, tu fais ça à force, que je change souvent de sujet. Tout à l'heure, au début, quand tu me demandais mon cursus ufologique, on va dire, mon parcours, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que quand j'avais 14-15 ans, j'avais rencontré le témoin principal de l'affaire de Valençol, Maurice Mas. Et d'ailleurs, c'était le premier témoin que je voyais de ma vie ufologique, on va dire. Bon, je veux dire, hors familial, surtout. Et non, mais c'est personnellement Valençol, c'était un peu à Valençol que l'embryon d'ODH s'est créé aussi. Bon, c'était pas ODH à l'époque, c'était un groupe informel entre un ami et moi. Mais non, l'affaire de Valençol, c'est intéressant. Déjà, ça se passe en Provence. La Provence est une région où il y a beaucoup de cas d'observation d'OVNI. C'était au-dessus du champ de lavande, ça, là, le cas de... Parce qu'il y aurait eu Peux-tu l'expliquer un peu, ce cas-là? Moi, je le connais, là, mais je veux que ça vienne de toi, parce que les auditeurs, peut-être, ne connaissent pas le cas de Valençol. J'aimerais ça que tu le dises. Je vais te le résumer de beaucoup, parce qu'il est complexe, quoi. OK. En fait, ça s'est déroulé le 1er juillet 1965. C'était tôt le matin, donc Maurice Mas était en train de biner sa lavande et il a entendu une sorte de sifflement. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'affaire de Valençol, quand même, c'est qu'il y a deux versions. Le premier procès-verbal fait à la gendarmerie est différent du deuxième. Okay. Je parlais plutôt du premier procès-verbal. Donc, il a observé donc une espèce de OVNI qui ressemblait à une dauphine, c'est une ancienne voiture, ça. Et il a vu un être qui était... Arrête de regarder l'heure, c'est pas une stress. Pardon, excuse-moi. Donc, il a vu donc une entité en combinaison à la base orange, enfin, ça a changé avec les autres versions, qui était sur un de ces plantes, c'est pas de la lavande, c'était du lavandin, ou de lavande, j'ai un trou à ce moment-là. Okay. Et il y avait une sorte d'entité dans l'OVNI, enfin dans l'objet. Parce qu'il n'avait pas, pour lui c'était pas un OVNI, les OVNI c'était plutôt une soucoupe volante à l'époque, dans le jargon. Et donc l'entité est remontée dans l'engin et c'est parti. Et après il y avait une trace au sol, sauf que le deuxième procès verbal c'était différent. Les deux entités étaient dehors sur le plan de lavande. Donc il y a deux versions en fait. Et bon, c'est pour ça il y a pas mal de gens, il y a des gens qui essayent de faire des contre-enquêtes aussi sur l'affaire. Il y a aussi les rencontres ufologiques de Valençol
quand il y a eu le 50e anniversaire en 2015, ils ont refait la maquette de l'OVNI avec les entités dans le son de la bande. Et puis maintenant, tous les ans, il y a quelque chose à Valençol, il y a un événement. Oui, j'ai vu ça passer, mais apparemment qu'il y aurait des traces de pattes, comme des petits trous qui auraient été faits justement à cet emplacement-là. Ça serait une des preuves qu'il y a eu un atterrissage à cet endroit-là. Si je me trompe pas, ça c'est Jean-François qui me lâche aussi des cues. Ça ressemble à un cas similaire à celui d'ici à Sainte-Marie-de-Mont-Noir aussi. Mais est-ce que vous... je sais qu'il y a des photos qui ont été prises. Ça s'est passé le 2 juillet en 65 aussi. Le rapport a été fait à ce moment-là. Mais, tu sais, comme vous autres, vous avez retourné, vous faites à toutes les années un genre de comment vous dites, c'est un rappel à cet événement-là, en fait. Une commémoration. Oui, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Merci. Comme ce qu'il va avoir cette année à l'île de la Réunion aussi, la commémoration de l'affaire des Babas Michelin. Des Babas Michelin. Oui. C'est quoi ça? Ça s'est déroulé, on va dire que c'est le Valençol de l'île de la Réunion. Okay. C'est-à-dire que ça s'est déroulé le 31 juillet 1968. Okay. Et là, il n'y a pas vraiment eu d'entité au sol. C'était un engin un peu bizarre, très bizarre, n'est-ce pas, Rami, qui n'a jamais été vu ailleurs aussi. C'est pour ça qu'il est bizarre. Et disons que le témoin aurait vu à l'intérieur de l'engin des entités qui ressemblaient au bonhomme Michelin. OK. Vous avez ça, vous aussi, le bonhomme Michelin? Pardon? Vous avez ça, vous aussi, le bonhomme Michelin, en Europe? Oui. Mon Dieu, je pensais que... il y a eu pas mal de cas, même dans le nord de la France, avec des bonhommes Michelin. Ah ben, parce que ici, c'est un représentant de pneus de véhicules, là, mais je savais pas que vous aviez ça jusqu'à de l'autre côté. Puis on apprend tous les jours. On vit sur la même planète, hein. Oui, mais des fois, regarde, on te dit... on vous croit plus loin, je pense. Non, c'est ça, mais juste pour dire, c'est 6 heures d'avion. On remarque, pour s'en venir ici, c'est pas terriblement loin, mais il y a des expressions qu'on dit que vous ne dites pas, comme Taouin, tu as commencé à dire, d'ailleurs. Oui. Félicitations, je pense que... Tu aurais mis avec ces mots-là, hein, parce que... Pratique-toi un peu plus. Avant, je l'ai briefé sur certaines expressions, comme les places. On dit pas place, on dit lieu. C'est pas Rémi. Fait que Rémi, si Gilles te traite de taouin, c'est pas un compliment, là. Je sais. Garde la ligne, Gilles. On va retourner en pause. S'il y a d'autres questions, les gens qui veulent poser des questions à Gilles Thomas ou Rémi Fauchereau, vous pouvez le texter au 581-500-1196, 581-500-1196, ou vous allez sur la page Facebook de Zone Parallèle. Où est-ce que préciser quelque chose? Oui. S'ils voient un OVNI, ils envoient OVNI au numéro aussi? Non, ça, c'est le numéro de la station que je viens de... Le numéro que je viens de donner là, c'est la... Et j'imagine très mal le prochain animateur qui va venir prendre le poste puis qui va voir ça dans les textos sur l'ordinateur. Il va dire, oh, dans quelle sorte de monde on est. Non, c'est comme... ils catcheront pas c'est quoi ce texto-là. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Garde la ligne, on va revenir tout de suite après la pause. Rémi, garde la ligne. T'es tannant. On est de retour. J'ai eu une excellente question, encore une fois, de ma sœur Chantal. Mon Dieu, c'est le fun. T'écoutes l'émission, Chantal, et que tu me poses des belles colles comme ça. C'est quoi votre avis, les gars, sur les intraterrestres? Avez-vous déjà fait des recherches là-dessus? Alors, c'est Rémi qui est au téléphone parce que Gilles s'est absenté. Regardez la patrouille de France. La patrouille de France, c'est une formation aéronautique militaire qui est venue faire un vol de démonstration au-dessus d'un stade de football, la GIA, pour ne pas la nommer, à Auxerre, pour l'anniversaire, les 50 ans ou les 100 ans, je ne sais plus exactement, ça doit être les 100 ans, le centenaire
Voilà, alors donc il est en train de regarder ça. Bon, il va revenir tout de suite, vous inquiétez pas. OK, non, donc, mais... la question sur les intraterrestres. Oui, j'aimerais ça que tu me dises ce que vous en pensez. J'ai pas vraiment d'avis parce que je me suis jamais posé la question et je me suis pas trop penché sur la question. Donc, tu as des théories, c'est seulement que des théories que tu n'as pas vraiment voulu faire de... J'ai vraiment pas d'avis sur le sujet parce que je me suis vraiment pas posé la question. Là, je sais qu'il y a des livres sur le sujet, j'en ai même dans ma bibliothèque, mais je les ai jamais ouverts, jamais lus. Mais il n'y a pas aucune personne qui est allée vers toi pour expliquer ou qui aurait vécu quelque chose? Non, j'ai pas de personnes qui m'ont parlé des intraterrestres. Non, pas du tout, ni dans les témoignages. Puis dans Lyon, il n'y a pas disons de cavités souterraines qui permettent d'avoir des infos. Il y a les crocs, mais j'ai jamais entendu parler d'intraterrestres dans le Lyon. Il y a beaucoup de failles, comme tu en es près d'une, justement, mais il y a beaucoup de failles, des anciens, comme on dit, dans des anciennes grottes creusées par l'eau, parce qu'avant, il y avait beaucoup d'eau aussi qui circulait sous nos pieds. Oui. Ça l'a laissé beaucoup de traces. Il y en a qui vont dire, ben oui, il y a une grotte. Les gens vont penser que dès qu'il y a une grotte, il peut y avoir peut-être de la vie. Mais, c'est ça, mais dans ton cas, est-ce qu'il y a des grottes dans votre secteur? Moi, j'ai des grottes préhistoriques, hein. Oui. Des grottes préhistoriques qui sont classées au patrimoine, comme les grottes d'Arcy-sur-Cure, où il y a eu des anciens hominidés comme les Néandertaliens, toute la lignée humaine qui s'est succédée à elle-même durant la préhistoire. Hein. Elles ont été occupées à différentes périodes de la préhistoire. Est-ce que vous Il y a des grottes un peu partout comme ça. Il y a aussi des carrières. Il y a des choses comme ça. Mais j'ai une question aussi qui vient de Jean-François. En fait, il m'a comme posé le cue, là. Vous n'êtes pas financés, vous autres, pour faire vos recherches au niveau ufologique? Non, c'est-à-dire que moi, je peux pas être financé. Il faudrait que je sois une association de loi de 1901 pour espérer avoir des subventions. Alors que je suis une association de fait. Okay. Voilà, c'est ça la grande différence en France. Toutes les associations de loi 1901 peuvent toujours espérer être financées, faire des demandes de dossiers, etc. C'est pas toujours que ça marche. Hein. J'ai mon copain, par exemple, en astronomie, qui avait fondé une association qui était l'association Andromède. Et il a obtenu le financement d'un télescope assez important, c'est l'Estron, hein, de bonne marque et tout. Il a donc réussi à avoir ça, tu vois. Donc lui, il avait fait une association de loi 1901, donc déclaré au journal officiel, etc. et tout, hein, de l'Assemblée nationale, tout. Mais moi, une association de fait, c'est-à-dire que c'est une association qui peut te dire, tiens, aujourd'hui, je crée une association. Voilà. Il n'y a pas de papier à remplir, il n'y a rien, il n'y a pas de déclaration à faire, rien du tout. Il n'y a aucune déclaration au journal officiel à faire. Tu t'inscris nulle part, mais tu peux mettre sur une carte de visite Rémi Fauchereau, association sur l'étude des phénomènes aériens, et t'es considéré comme une association de fait. Mais alors là, tu n'auras jamais de subvention. OK, donc c'est plus compliqué qu'on pense parce que... c'est-à-dire que l'association, je la fais marcher avec mon argent personnel. Hein. OK. Ouais, mais c'est ça, justement, ici, c'est du bénévolat. Voilà, c'est du bénévolat à 100%. Hein. C'est ça. C'est ça que on n'a aucune aide gouvernementale. Je sais pas si... c'est dans le domaine des ovnis. C'est ça. À part le GEPAN, qui est un organisme officiel... qui est gouvernemental. Il n'y a que lui qui a des subventions. Hein. C'est justement gouvernemental, le GEPAN. C'est ça qui est assez... c'est ça, oui. C'est lui qui peut avoir quelque chose. Et comme la seule façon, je pense qu'on peut avoir un financement quelque part, c'est de faire qu'est-ce que tu fais, écrire un livre et faire le peu de profit que ça donne, parce que pour le travail que ça nous donne pas grand-chose en bout de ligne. Écrire un livre, c'est-tu pour les frais et tout? Si c'est comme moi... se faire sponsoriser ou faire des appels de dons ou des choses comme ça sur Internet, on peut toujours essayer ça, mais
Ça ne veut pas dire que les gens vont embarquer. Je ne connais pas la loi dans ce domaine-là. Ben, c'est ça, les gens n'auraient pas tendance à vouloir embarquer là-dedans, là, parce que c'est c'est pas pareil. Là. C'est un peu, j'ai Sonia Toulouse qui a écrit, parlant de bonhomme Michelin, ce que Gilles a parlé tantôt. J'ai vu sur la chaîne Planète Plus un documentaire sur une affaire survenue sur l'île de la Réunion qui s'est passée en 1968. Donc, je présume que c'est le cas de ce que Gilles a parlé tantôt. Oui, ben, je vais vous le passer, il va vous expliquer ça. Ah, il est revenu, lui, là. Oui, il est revenu. Je les ai pas vus. Hein? Tu m'étonnes, tu vois jamais rien, toi. Pardon. C'était vite couru, hein. Tu aurais pu assister à une gamelle en direct, même. Oui, c'est ça, bah oui, effectivement, j'ai participé en 2015 à un docu-fiction, un documentaire fiction qui s'appelle Les ovnis sous les tropiques. OK. Et qui parle donc de l'affaire du 31 juillet 1968. Et d'ailleurs, c'est grâce à... Et je remercie d'ailleurs Luc Chastan du site Base OVNI France. C'est grâce à lui que j'ai pu participer à ce documentaire. C'est à ce documentaire-là qu'on te voit, d'ailleurs, quelques instants, oui, à quelques reprises. Oui. OK. Merci, Sonia, de la question en même temps ou de l'affirmation, parce que je me souviens de l'avoir vu. Je trouvais ça extraordinaire. Ça faisait bien, c'est très professionnel et très bien fait comme documentaire. C'est une bonne expérience, effectivement. Ben oui, c'est une belle expérience. Mais en même temps, toi, est-ce que dans tes documentaires que toi, tu produis, toutes les vidéos, parce que c'est beaucoup de ton temps que tu fais bénévolement, parce que tu n'es pas payé, toi, là, pour faire ODH Télé, hein? Effectivement, parce qu'ODH Télé, c'est un peu comme Rémi, à force, c'est devenu une association de faits aussi. Et avec que ce soit l'équipe d'ODH TV, parce que c'est vrai que beaucoup disent ODH TV, c'est moi, il n'y a que moi, quoi. Non, il n'y a pas. Bah là, déjà à Paris, il y en avait beaucoup qui étaient surpris dans la salle parce qu'il y avait donc Rémi présent, donc reporter du département de Lyon. Il y avait aussi Jessica, c'est celle qui s'occupe sur le site odhtv.fr des fiches de lecture. Elle était aussi présente et ils étaient surpris de voir qu'il y avait quand même du monde à ODH. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas toute l'équipe parce qu'on est dissimulé déjà un peu partout en France et avec Jean-François au Québec. Donc, c'est rare qu'on se voit tous ensemble. C'est rare. OK. Là, j'ai reçu une autre question aussi. Elle est pour Rémi ou pour toi, parce que tu fais des recherches là-dessus, sur les failles. Est-ce que vous avez déjà entendu, de votre côté de la planète, le genre de qui vient de nulle part, où ce que les gens disent, c'est la trompette de la mort là, qu'on entend. Est-ce que vous l'entendez, vous aussi, ce son-là, dans votre coin? Rémi vient de dire non. Il a hoché de la tête rapidement. J'ai cru qu'il avait un problème. Non, c'est bien un hochement de la tête. Et pour ma part, non, pas de bruit genre trompette. Oh, Gilles. Tu changeras pas. Pauvre Rémi. Ah, non, mais. T'étais encore. Ah, pauvre Rémi. Ah, tu le plantes, ça n'a pas de bon sens. Il faut pas le plaindre, hein. Et Rémi, quand même, là, il était content à Paris parce que. Il y a plein de dames qui sont venues vers lui disant c'est pour Radio Show, n'est-ce pas? Alors viens pas te plaindre, hein. Non, mais Rémi, tu paraissais bien, je veux dire, toi qui t'inquiétais à te demander comment est-ce que tu allais t'habiller pour justement le truc à Paris, la conférence. J'ai vu quelques photos, puis tu avais l'air d'être c'est très, très bien, mettons. Là, je l'entends placoter en arrière-fond, là, je sais pas qu'est-ce qu'il dit, j'ai pas entendu. Il a dit merci. OK. J'ai certains auditeurs qui essaient de qui vous envoient la main, qui vous saluent en fait, pas juste moi, mais ceux qui écoutent, qui ont lu ma vidéo juste avant d'entrer en ondes. J'ai beaucoup de salutations. Je rappelle aussi que là, l'émission se termine dans 10 minutes. Cet automne, c'est-à-dire au mois d'octobre, tu vas participer au congrès ufologique ici à l'international avec Yann Vanney. De quoi vas-tu nous parler, justement? Je vous parlais d'un thème que je parle souvent en ce moment, c'est OVNI et failles. OK, toi, là, tantôt, j'ai posé la question à Rémi. Rémi a vu des boules.
Noir, blanche, rouge, orange, peu importe. On ne sait pas si ça sort de là. Au lieu de dire toutes les couleurs, tu dis des boules soirée disco, comme ça on sait très bien ce que c'est. Non, mais toi, est-ce que tu en as vu de tes yeux des trucs comme ça à travers les failles, ou est-ce que tu fais des enquêtes justement là-dessus? C'est comme ce que je disais, c'est bien pour ça que je vais chez Rémi. Et d'ailleurs, ce qui va être diffusé au sein du congrès du Garpan, c'est quelque chose qui a été tourné principalement chez Rémi à Ponceau. Parce que là, on est vraiment sur une zone intéressante à étudier. Et il fut un temps, j'avais même placé une webcam, mais qui était modifiée. C'est-à-dire que j'avais enlevé l'espèce de filtre rouge qu'il y a devant l'objectif avec une pince à épiler. Okay. Et puis comme ça, il y avait une augmentation de la luminosité. C'était un peu mieux. Et j'avais branché ça UFO Capture. Okay. Et j'avais dirigé cette webcam de surveillance au niveau de la faille. Bon, il n'y a pas eu de résultat. Après, j'avais essayé avec une caméra à large spectre, mais il n'y avait pas eu plus de résultats. Là, j'aimerais essayer, c'est ce que je vais tenter pendant ce petit séjour chez Rémi, coupler UFO Capture avec ma caméra 360 degrés. OK. Alors, on ne sait jamais, hein. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien, hein. Non, effectivement. Mais ça, ces images-là n'ont jamais... Ces images-là que tu me dis que tu as essayé d'avoir, ça n'a jamais été rendu public à ce jour? Non. Tu le gardais justement pour ce congrès-là? Il y a certaines images qui ont été diffusées. De toute façon, c'est de l'exclusivité. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux grandes dames des auditeurs de DHTV, en fait des ODH Notes, les épisodes OVNI Faille 3, 4 et 5 sont repoussés parce qu'il y a le congrès. Donc ils devront attendre encore un peu pour la suite. Et donc, il y aura aussi d'autres endroits où je vais, comme le col de Vence, etc. OK. Parce que moi, personnellement, j'en ai fait des recherches là-dessus en 2014 sur les failles, parce que j'ai été chercher des travaux faits par les étudiants aussi à l'Université Laval ici. Et j'ai découvert que partout où est-ce qu'on voyait les failles et l'ancienne mer de Champlain, parce que au Québec, on avait la mer de Champlain à l'époque et ça couvrait très largement. Présentement, comme Sainte-Croix, on serait à je sais pas combien de mètres sous l'eau. Ça couvrirait l'eau était entre la chaîne de montagnes, les Appalaches et en même temps les Laurentides. Entre deux, c'était plein. C'était la mer de Champlain qu'on appelait. Et il y a des multitudes de failles qui s'y trouvent à ces endroits-là. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai fait une comparaison avec plusieurs dossiers d'observation d'OVNI et ça correspond avec les failles pour l'instant. Où est-ce que nous, on a eu beaucoup d'observations? Il y a vraiment beaucoup d'observations à ce niveau-là, au niveau des failles. Et j'ai comparé avec la carte interactive du Garpan. Tu as celui aussi de MUFON, ou les codes de MUFON, ou que ce soit pour l'AQU. Je trouve que ça devient comme un petit peu bizarre, là, à fin de compte. Fait que ta recherche... En fait, il faut faire attention parce que là, on a tendance à voir que les failles. Mais bon, je m'intéresse essentiellement concernant les failles par rapport aux histoires de rencontres rapprochées du deuxième type et du troisième type. Parce que les RR1 ou les lumières nocturnes ou disques diurnes, le souci, c'est qu'une lueur peut être observée au-dessus d'une faille, mais elle passe au-dessus d'autres événements environnementaux, comme une carrière, comme une ancienne mine, comme autre chose. Il faut pas faire la fixation sur les failles. C'est un peu comme ceux qui font la fixation sur les sites militaires ou les sites nucléaires. Un OVNI peut être vu au-dessus de ces choses, mais il peut être beaucoup plus loin comme beaucoup plus près. Okay. Parce qu'après, c'est par rapport à l'estimation des distances du témoin. Donc tout ça, c'est même les histoires de lueur au-dessus de failles. C'est le témoin qui dit que ce qu'il voit, c'était au-dessus, par exemple, d'un arbre. Et après, quand on regarde, effectivement, peut-être qu'à 1 mètre ou à 10 mètres, il y a une faille géologique, mais peut-être que ce qu'il a vu est beaucoup plus loin, comme beaucoup plus proche. Effectivement, quand on a des indices, comme tu parles avec un arbre, mettons, un arbre va avoir une bonne idée de hauteur, mais si ça passe devant ou derrière l'arbre, ça aussi, ça a une bonne idée de la hauteur ou de la profondeur ou de la distance d'observation. C'est pas toujours évident quand on vient qu'à faire des soirées d'observation ou de veillée. C'est pas évident.
c'est vraiment pas évident. Et bon, c'est vrai c'est vrai que dans les années 70, les ufologues s'étaient beaucoup intéressés en France aux failles, mais le souci c'est qu'ils avaient associé l'étude ovni-faille avec une autre théorie qui était l'orthothénie d'Aimé Michel. Okay. Et l'orthothénie, en fait, c'est faire un nuage de points et tracer un trait au milieu et dire là il doit avoir une autoroute des ovnis à peu près, on va dire ça comme ça. Ouais. Et, mais en fait leur étude elle était fausse parce qu'il y avait une hypothèse derrière. Or quand vous faites une étude sur ce qu'il y a dans l'environnement d'une observation, il faut mettre de côté vos théories déjà personnelles et les théories populaires actuelles. OK. Donc ça fausse les données et ça fausse les études. OK. Je sais que dans notre cas ici, moi, j'ai filmé ça à une trentaine de reprises. Là. Il y a le phénomène de la boule ça ressemble un peu étrangement à quand on voit la station spatiale circuler, mais c'est vraiment pas ça parce que j'ai tous les logiciels pour ça, puis on a vraiment vérifié. C'est parfois à très basse altitude parce que nous, on l'a vu, j'étais justement avec Manon dans une veillée et ça nous a passé à peu près à quelques pieds au-dessus, mais au niveau du fleuve, on le voyait pratiquement à la même hauteur que nous, on était. On était sur un cap, au-dessus d'un cap, dans un parc. On l'a photographié, on le prend en photo, mais autant filmé. Ça nous a passé au-dessus de la tête aussi, à environ 700 pieds. Et ce genre de phénomène de boule-là, je qualifierais, selon ce que je crois, selon ce que je vois aussi, avec les distances, je dirais à peu près entre 24 et 36 pouces de diamètre. Avez-vous ce témoignage-là, ce genre de témoignage-là dans votre secteur? Oui, moi j'ai eu des témoignages qui sont passés comme ça au-dessus de témoins, en plein jour par contre. En plein jour? Et la couleur de ça? Oui, il y avait à côté de chez moi, là, un petit village à côté de chez moi, à Lindry. Okay. Il y avait une femme, une monitrice qui emmenait une colonie d'enfants et puis la boule est passée au-dessus de l'ensemble du groupement d'enfants et puis ils ont tous eu très peur et la monitrice par précaution pour les élèves a préféré faire rentrer tout le monde le plus vite possible en classe et pour les protéger quoi, au cas où il arrivait quelque chose. Mais ça l'a profondément marqué et elle m'a fait un témoignage sur ce sujet. Mais donc, dans le fond, vous faites, comme Chantal dit, vous faites des veillées, mais des observations, il y en a 2 jours. Mais ce qu'elle a vu, est-ce que c'était lumineux ou c'était comme une boule chromée, argentée ou grise? Non, c'était une boule de couleur jaune. Une boule de couleur jaune bien flashante. Mais bien ronde aussi, pas étincelante, mais bien ronde comme la lune, comme la pleine lune, si tu veux, tu vois. OK, mais... Bien ronde. Mais et puis elle est passée très vite. Est-ce que vous en faites des journées, justement, parce que des rencontres avec des personnes, comme vous faites lors de vos soirées en veillée, est-ce que vous en faites aussi des rencontres comme ça de plein jour? Au lieu de faire des repas ufologiques, organiser un petit quelque chose, bon, on se dit, OK, ce soir, on va à telle montagne, à tel endroit. Ceux qui veulent venir, ça vous arrive de faire des choses comme ça? Non, 2 jours. Ce qu'on a fait, c'est surtout les rencontres dans les rendez-vous, pas les rencontres, les rendez-vous d'ODH-TV, hein. On en est au 3e. C'est en plein jour qu'on fait ça. Là, on va faire ça là à partir de 20h, juste avant la nuit. Juste avant la nuit, juste avant la tombée de la nuit. Donc, c'est 2 jours. Et puis, c'est les 3 rencontres qu'on a fait, les 3 rendez-vous qu'on a fait. Okay. Mais autrement, non, j'ai jamais emmené d'autres personnes sur des lieux précis où il y avait eu des ovnis, etc. Mais ce serait intéressant à faire, oui, c'est sûr que ce serait très intéressant à faire. OK. Ben oui, mais c'est ça, vu qu'étant donné que vous avez vu de plein jour. Là, il nous reste à peine 30 secondes avant. Je voulais rajouter quelque chose. Oui. C'était un projet. Je voulais faire des randonnées ufologiques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire marcher et en même temps discuter du phénomène ovni.
C'est ça, dans les endroits où est-ce qu'il y aurait eu des phénomènes. C'est ça que ma question était. Ce serait bien, ça. Ça, on pourrait, ça, on le fait entre nous. C'est pas vraiment. Non, mais parce que toi, t'es marché. Ouais. On t'entend mal, Gilles. Pardon? On t'entendait mal. Oui, non, mais parce que Rémi disait, moi, je veux faire en voiture la marche. Je voulais rajouter joyeux anniversaire à Manon aussi. Hein. Ah, merci, c'est très gentil. Parce que depuis tout à l'heure, je dis à Rémi, allez, 18, mais je dis rien. Merci beaucoup. Je lui fais plein de bisous. Ah, merci. Un gros bec du Québec. Voilà. Ah oui, c'est gentil. C'est malheureusement, c'est ici que termine notre émission parce qu'on a l'émission. Je m'avais pas dit que c'était 24 heures. Ah, ben non, tu vois. Mais ça, on peut se jaser après en privé. Ça, c'est comme on fait tous les jours. Je sais pas. Je sais pas si ça va me tenter, moi non plus. Là, je t'ai assez parlé, je pense. Non, je rigole, je te taquine comme tu fais toujours avec nous. Je vous remercie infiniment, Rémi Fauchereau et Gilles Tomado d'HTV. Ceux qui veulent avoir les liens, Jean-François, si tu as le temps de mettre sur la page de Zone Parallèle les liens de leur page, j'apprécierais grandement. Si tu as le temps, sinon je le ferai un peu plus tard. Et si vous avez comme vos pages, comme pour ODHTV et ta page à toi de ton organisme que tu as créé, Rémi, qui est la EPA. La EPA. Ouais, c'est ça. Hey, c'est pas pire, je l'avais dans ma petite mémoire. Alors, je vous remercie de votre présence, ceux qui ont des questions et ceux qui n'ont pas écouté complètement l'émission. Le podcast va suivre dans quelques instants, tout de suite après l'émission. La semaine. C'est dommage, ils n'ont pas entendu la question et la réponse pour le cadeau. Ah, t'es coquin, vraiment. La semaine prochaine, on reçoit nul autre que le très, 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 comme Jean-François dit, controversé François C. Bourbeau à l'émission. Ça va être assez intéressant. On va avoir aussi Jean Morissette qui va être avec nous en studio. Ça va être une question ça va être une vraie bombe, cette émission-là. Manquez pas ça. Alors, sur ce, merci encore à mes invités, aussi à Manon d'avoir assisté à cette émission et merci à Alain aussi. On se revoit la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, les gars. On se reparle. Bye-bye. Bonne semaine à tout le monde. Merci, Carole. Hein. Et merci, Manon. Merci, Manon. Merci, Alain. Merci, tout le monde. Jean-François, tout ça. Oui. Oui, merci. Nous écoute dans l'armée canadienne, etc. Merci. Pour le chèque concernant les deux il faut nous l'envoyer à 37 rue des Philippes. Merci beaucoup. Ça, toujours très, très plein d'humour. Merci beaucoup, Gilles et Rémi. Bye-bye. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir.